Bonjour, plaisir de vous retrouver avec des questions aujourd'hui, pas mal de questions, on va se faire un petit question-réponse avec toutes ces vidéos thématiques, tous ces sujets, toutes ces recettes, enfin ouais, ça fuse de partout, c'est joyeux, c'est bon, mais je voudrais pas oublier les questions-réponses que j'affectionne particulièrement et des questions, toujours pareil, il y en a un bon petit stock là qu'on m'a fait passer, je les ai scannés rapidement et ces questions, elles sont importantes, elles sont vraiment voilà, en plus de la compréhension globale, des petites spécifications. Mais toujours pareil, quand je reçois ces questions, j'ai deux mouvements en moi. Il y a un mouvement qui dit, voilà, oui, j'ai envie de répondre à ces questions, d'y apporter de l'aide et ainsi de suite. Et puis il y a un autre mouvement qui vient de peut-être plus profond et qui peut-être au final serait plus juste, qui me dit, mais non, mais tout a déjà été dit, les choses sont extrêmement simples, il n'y a pas à y revenir, il n'y a pas à faire le travail pour l'autre, il n'y a pas à faire le chemin pour l'autre. Et je suis toujours tiraillé entre entre ces deux tentations, entre ces deux sensations finalement. Savoir s'il faut que finalement on aille vers l'aide et le soutien de l'autre jusqu'au point de l'accompagner, de lui fournir une béquille, ou s'il faut simplement qu'on lui donne les justes informations et puis qu'après on lui laisse vivre sa vie. Et c'est valable, bon, avec ces questions-réponses vidéo, mais c'est valable à l'échelle de l'éducation avec les enfants, c'est valable à l'échelle de toutes nos relations, c'est de savoir à quel point on doit s'arrêter et que le chemin, on peut pas le faire pour l'autre. Et que le chemin, il est individuel, qu'on ne peut pas juger, présupposer de l'action que va avoir une parole, un événement dans la vie de quelqu'un, et qu'on est très très mal placé pour se faire une idée du tableau d'ensemble depuis notre petite perspective humaine. Alors c'est toujours pareil, entre les deux tentations, action ou non-action, je crois que c'est toujours difficile de se déterminer. Il faut vraiment être dans la présence, dans l'écoute, dans l'inspiration profonde de ce que Dieu peut nous demander. Et à ce moment-là, on trouve les mots justes, l'attitude juste. Mais c'est toujours un ajustage. Donc, même en matière de réforme alimentaire, je sais à quel point c'est parfois surprenant, chamboulant quand on découvre un petit peu tout ça au début. Et des fois, on a tendance à se laisser presque submerger par les informations, le gluten, les produits laitiers, le sucre. Puis d'un autre côté, il y a les agitateurs de complot finalement. Hein. Si vous voulez, moi, il y a deux attitudes par rapport à tout ça et c'est assez clair, et c'est assez important pour moi de le préciser. On peut voir ce qui ne fonctionne pas dans notre système pour aller manifester, pour ne pas dire créer, pour aller manifester quelque chose d'autre, pour soi, pour ses proches, pour sa famille, et puis pour la communauté tout autour plus largement, et le biotope terrestre. Ou alors on peut voir ce qui dysfonctionne et en rester bloqué là-dessus. C'est-à-dire se bloquer, être submergé, être accablé, on va dire, par la découverte de les scandales alimentaires, les poisons dans nos assiettes, les toxines, le machin, on tombe dans la théorie du complot et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? On est paralysé. Et là encore, eh bien finalement, on est sous la dépendance de ceux que l'on voudrait, pas combattre, mais de ceux dont on voudrait se détacher. Donc vous l'avez clairement compris pour moi, il n'y a pas de théorie du complot. Il n'y a absolument pas de théorie du complot. Le seul complot qu'il y a, il n'est pas de la part d'hommes, c'est un état d'esprit. Et que pour moi, il n'y a jamais eu que deux états d'esprit en lutte, deux esprits, je veux dire, deux forces spirituelles en lutte dans ce monde. C'est la force de régénérescence, la force d'amour, Dieu, qui guérit, qui soutient, qui fait croître. Et puis il y a la force de destruction. La force de destruction absolue, la force de cupidité, de vénalité. Et c'est ces états d'esprit qui prennent possession de certains individus à un moment ou à un autre, qui les utilisent puis qui les abandonnent. C'est pour ça qu'un individu n'est jamais perdu, n'est jamais à rejeter. Pourquoi? Simplement parce que je me vois au travers de mon histoire, je vois les autres au travers de leurs histoires. Pendant un temps de vie, ils ont servi quelque chose et puis ensuite, il y a eu une conversion, il y a eu un changement dans un sens comme dans un autre. Et cette théorie du complot, cette obstination qu'ont certaines personnes, bien finalement à taper sur ce qui va mal, à dénoncer ce qui va mal, pour moi, c'est encore une tentative de récupération par l'esprit de négativité. C'est une tentative de récupération des personnes qui essaieraient de s'en échapper. C'est-à-dire que on voit, il y a un moment où on est pris
dans ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ce soit au niveau alimentaire, comportemental, on est pris dans ce qui est mauvais. Et puis ensuite, on va s'en détacher. Et là, il y a une tentative de récupération dans le sens où finalement, on passe son temps à taper sur ce dans quoi on était englué avant. Mais non, mais même ça, il faut le balancer, balancer, balancer. Il y a des chemins neufs à arpenter. Il y a des horizons neufs à arpenter. Le vieux, l'ancien, notre histoire, ce qu'on a vécu pendant l'enfance, ce qu'on a fait avant, à partir du moment où avec humilité, on reconnaît, on fait repentance, c'est-à-dire que on reconnaît avec humilité ce qu'on a, les actions mauvaises, ce qu'on appelle, ce que certains appellent le péché, nos péchés. Alors le terme a été extrêmement galvaudé, mais quand on reconnaît avec humilité nos péchés, quand on reconnaît avec humilité nos erreurs, que ce soit sur le plan comportemental, que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan relationnel. Quand on le reconnaît avec humilité, c'est-à-dire que dans notre cœur, vraiment, il n'y a plus de oui mais, oui mais, oui mais, qu'on prend tout à notre charge, qu'on dit ok, j'ai fait comme ci, ok, j'ai fait comme ça, eh bien on n'est plus coupable à vie. On est guéri, on est pardonné. Et je vous dis souvent, l'homéostasie, pour moi, c'est la plus grande manifestation de la grâce de Dieu dans notre corps. Et ça, tout le monde y a accès. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas à sacrifier des poulets ou à danser avec un tutu de plumes 12 becs autour de la taille pour gagner la clémence de quoi que ce soit. C'est gagné. C'est gagné à partir du moment où on est clair dans notre tête, où on est clair dans notre cœur. C'est gagné. Et tout ce qui nous est demandé, c'est de nous tenir comme des adultes, de prendre nos responsabilités, de dire ok, là j'ai fait n'importe quoi. Ok, là j'ai été incorrect. Ok, là je n'ai pas été droit avec cette personne. Ok, maintenant j'ai décidé de changer. Je pose que ce que j'ai fait précédemment n'était pas adapté. Je le pose, je l'assume, je ne me cherche pas des circonstances atténuantes. Je suis coupable. Je suis coupable totalement. Je ne me cherche pas des circonstances atténuantes. Mais maintenant je suis coupable et je suis lavé. C'est-à-dire que je suis coupable, mais ma peine m'est remise. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la régénération, mais c'est valable à beaucoup plus. C'est-à-dire que, imaginez que vous étiez en prison et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui se pointe devant votre cellule et qui te dit « Je vois vraiment que tes larmes, que tes mots prouvent que tu as changé en toi. Alors, ta peine t'est remise, ta porte t'est ouverte, ton corps va se réhabiliter parce que tu as vraiment compris. Ta vie va changer parce que tu as réellement compris. Tout ce qui nous est demandé, c'est cette conversion intérieure, ce changement profond, cette façon, le terme est galvaudé. On démarre sur les chapeaux de roue là. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien les intros, on démarre sur les chapeaux de roue. Mais l'humiliation au sens propre du terme, c'est-à-dire avec son genou venir toucher la terre, se mettre à genoux. Et quelque part, quand on se met à genoux, c'est aussi un sacrifice de l'intellect. C'est-à-dire cet intellect que l'on survalorise, qui fonctionne pour lui-même, qui est devenu une espèce de machine énorme, qui tourne en boucle et en rond. Eh bien, en s'humiliant, on casse l'intellect. On casse la prépondérance, l'arrogance, la superbe, le mépris, le caractère hautain de l'intellect. On dit ok, j'ai pas été à la hauteur. Ok, je n'ai pas assuré. Et là, l'intellect, il se retrouve coincé, il se retrouve bloqué. Notre espèce d'arrogance, notre suprématie de l'ego étant une bonne chose, mais quand il prend une proportion trop importante, il nous écrase. Ça devient cassé. Et c'est tout ce qui nous est demandé. Et à partir du moment où on fait ça, alors la peine nous est remise. Coupable, on l'est, mais la peine nous est remise. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Alors la théorie du complot, pour moi, c'est encore une façon de rater la cible. Ça, c'est... on est dans sa prison et puis on remâche et on développe une agressivité. Vis-à-vis de certaines structures. C'est pas les hommes qui à combattre, c'est un état d'esprit. Et la seule façon de combattre l'état d'esprit, de combattre l'ennemi en l'autre, c'est de libérer l'autre de cet ennemi. Donc si quelqu'un vient et par exemple vous tient des propos, tenez, petit exemple qui s'est passé récemment, le cas classique, le vegan, le gars qui a fait un choix végétalien par exemple, qui rencontre un viandard patenté,
genre charolaise, tatouée à la charolaise, et puis qui commence à lui dire ouais non mais moi je mange de la viande et c'est bon. Et qu'est-ce que les véganes, j'ai rarement connu plus agressifs que certaines personnes dans les communautés véganes. Je dis pas, je systématise pas, j'ai rarement connu plus agressifs. Ils n'ont pas compris, je pense, ces personnes, que tout viandard qui est face à eux, c'est un esprit à coloniser, c'est un cœur à changer, c'est un état d'esprit à convertir. Et là, on aura gagné. On ne gagne pas en s'opposant physiquement à la personne, en le prenant puis en tapant dessus. Vous savez, c'est cet appel à la manifestation actuellement, c'est très valorisé. On défile et puis on se bat contre, mais on ne gagnera jamais l'autre uniquement qu'en convertissant son esprit. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un face à vous qui est en train de nuire aux autres, de nuire à la nature, de nuire au biotope, de nuire par son attitude financière, économique, alimentaire, par son attitude violente, la seule façon de gagner, ce n'est pas de gagner en lui tapant dessus, ce n'est pas de gagner en le neutralisant, ce n'est pas gagner en l'enfermant dans une quelconque structure. Gagner, c'est changer, convertir cette personne. Et toute personne est un potentiel converti. Toute personne que vous avez rencontrée est un potentiel converti. Et notre seul challenge, notre seule mission, notre seule responsabilité, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer à un tel point, c'est de lui apporter le message avec tellement de douceur, de compassion, d'écoute, de ne pas rentrer dans la logique de l'altercation, de ne pas rentrer dans la logique du combat, de chaque fois esquiver et de répondre par quelque chose d'autre, de radicalement autre, de lui montrer qu'on est autre. Parce que qu'est-ce que vous voulez? On prétend être autre, on prétend être changé par nos modes alimentaires, par notre développement spirituel, et qu'est-ce qu'on renvoie à ce monde? Mais on renvoie le même comportement. On renvoie le mec qui te fait une queue de poisson, et qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais un doigt d'honneur. Mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Absence de réaction totale. Tranquillité, amour, douceur, bienveillance. Et essayez toujours de se dire que si l'autre en est arrivé à cette attitude, c'est parce qu'il est pris dans quelque chose. En lui-même, il n'est qu'un porteur, un véhicule. Et notre mission, notre responsabilité, notre seule façon de gagner, c'est lui permettre de s'en libérer. Et c'est ça qui est important. Alors c'est valable sur le plan alimentaire. Je sais que dans les familles, des fois, il y a vraiment des difficultés. Et quand une personne de la famille change et puis que les autres s'y opposent de façon massive et dure, souvent ça tourne à l'altercation. L'altercation dans les repas de famille, le psychodrame général où tout le monde se déchire et tout. Comprenez bien, si vous avez découvert quelque chose qui est bon, qui vous fait du bien, qui est meilleur, votre mission, quelque part, c'est de l'apporter aux autres. Pas de vous opposer aux autres, c'est de l'apporter, de leur permettre d'y goûter. Et vous ne leur permettrez jamais d'y goûter si vous êtes dans l'opposition, dans l'altercation, dans le fait de donner des leçons. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas adéquates en l'autre. C'est jamais en venant le provoquer, c'est jamais en venant lui faire la leçon, c'est jamais en venant le moraliser en lui disant t'as vu comme t'es, t'as fait ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est improductif au possible, cela ne sert à rien, c'est vain, c'est puéril, c'est de l'infantilisme pur. C'est juste le besoin de se sentir soi-même dans sa petite forteresse, puis de se satisfaire soi-même, de dire moi je suis bien, qu'est-ce que je suis bien. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce monde, il est à coloniser. Et à coloniser par quoi? Par l'état d'esprit de la régénération. Vous avez entendu là, mon ami Éric Escoffier qui parlait de culture régénérative des sols, culture régénérative de l'humain. La régénération, elle est partout. Et c'est cette culture-là, j'avais parlé de colonisation. Il nous faut coloniser le monde avec cette culture de la régénération. Parce que c'est une culture qui va dans le sens de la croissance des individus, qui va dans le sens de la douceur, de l'amour, de l'alcalinité. Et toute personne qu'on va rencontrer qui est dans une autre culture, c'est un futur collègue de travail, c'est un futur missionnaire de travail, c'est un futur ami avec lequel on va cheminer dans ce sens de la régénération. Et notre seule responsabilité, c'est de lui permettre d'y arriver. Et on ne lui permettra pas d'y arriver en s'opposant à lui. Donc toutes les théories du complot, toutes les théories des méchants, les vilains méchants qui conspirent contre nous, ce genre de choses, c'est exit pour moi. Je ne l'entends même pas. Parce que je sais que tout individu que je vais avoir face à moi, et tout individu qui va par exemple polluer devant moi, eh bien c'est une personne dont ma responsabilité, et je dis bien que c'est ma responsabilité, eh bien ma responsabilité c'est de lui permettre de se rendre compte que son attitude n'est pas adéquate de manière à ce qu'il y ait un phénomène de conversion et de repentance en lui. Et ça c'est ma responsabilité, c'est-à-dire que si je ne le fais pas,
hein, eh bien je ne suis pas à la hauteur du statut que je prétends être. C'est ma responsabilité totale. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Bah ouais, tenez, on va enchaîner d'ailleurs. Responsabilité totale. Responsabilité totale. C'est pas une responsabilité là. On va diverger si on dit ça. Mais par contre, j'ai un petit message d'interpellation de ma chère Hélène. Hélène, elle travaille à l'association. Il y en a quelques-uns qui la connaissent. C'est une des salariées de l'association qui s'occupe de toute la diffusion des extracteurs de jus. Et d'ailleurs, je tenais par rapport à ça me dire, hop là, je tenais à vous dire par rapport à ça, on m'a fait remarquer actuellement qu'on était des piètres communicants. Et effectivement, on va développer le côté communication. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu te fais attaquer de temps en temps sur les réseaux sociaux et tout, mais ouais, mais tu dis pas ce que tu fais. Tu dis pas ce que vous faites au niveau de l'association. Tu communiques pas par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est réalisé, tout ce qui est donné, tout ce qui est offert. Mais je dis, ouais, mais on est là tellement la tête dans le guidon. Et puis bon, c'est un côté un peu, regardez ce qu'on fait. Alors, je voulais quand même le partager. En 2013, par exemple, c'est 500 parrainages qui ont eu lieu. Donc c'est 500 personnes qui, grâce à l'aide d'un tiers, ont pu accéder à un extracteur de jus. Et alors, au-delà même de cette histoire d'extracteur de jus, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a 500 personnes qui ont prêté de l'argent à des stricts inconnus, en leur faisant totalement confiance, sans aucune garantie autre que la parole. Et ça, je trouve ça absolument jubilatoire et merveilleux. Les dons d'extracteurs de jus, il y a eu plus de 120 ou 130 extracteurs de jus donnés à des structures, à des associations, à des individuels divers. Je vous parle pas au niveau des stages, le nombre de personnes qui ont eu des réductions, qui ont été invitées, enfin voilà, c'est des milliers de questions répondues par notre équipe bénévolement, bien sûr. Enfin voilà, c'est autant de constats. On va s'y atteler quand même de temps en temps à vous rendre compte un petit peu. On va essayer de fédérer tout ça. L'idée, c'est qu'il y ait une petite newsletter là mensuelle, un petit fanzine comme on dit, qui pourrait être communiqué par voie électronique, là, par email, pour rendre compte aussi de l'action de l'association. Vous allez voir, on va s'investir aussi dans beaucoup plus de projets de permaculture. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qui se fait aussi dessous et auquel vous participez, et qu'on est une grande famille dans le sens de la régénération et qu'on œuvre tous dans le sens de la régénération. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que je reçois aussi des échos d'un peu partout, de la position où je suis, je reçois des échos et des gens qui disent, ouais, moi dans mon entourage, j'ai lancé ça, telle action, je vais dans les maisons de retraite, on a lancé une brigade des jus. Et d'ailleurs, à propos des brigades des jus, il va y avoir bientôt une grande nouvelle. Voilà, j'ai lancé des actions. Et donc là, moi, je voulais vous parler des parrainages, parce que Hélène m'a laissé un mot ce matin, qui me disait, une chose m'affole un peu tout de même, c'est le nombre toujours croissant de demandes de parrainage. Vu le nombre de personnes touchées par la régénération, en même temps, c'est normal, mais c'est énorme, et il y a encore un mois de délai pour obtenir un extracteur de jus pour ceux qui demandent un parrainage, et je crains que ça augmente encore pas mal dans un avenir proche. Pourrais-tu refaire un appel pour les parrainages Régénère Soutien, de manière à ce que l'on puisse en dégager un bon paquet? Alors qu'est-ce que c'est Régénère Soutien? C'est que il y a le parrainage individuel. Donc le parrainage, c'est un individu qui s'engage à apporter une somme d'argent équivalente à l'achat d'un extracteur de jus pour une autre personne, qui est le parrainé, et qui lui rembourse mensuellement, en raison sur 10 mois ou 12 mois, quelque chose comme ça. C'est un contrat entre deux personnes, un contrat moral, un engagement moral entre deux personnes. Et puis il y avait des personnes qui disaient, ouais, moi j'ai un petit peu d'argent, j'ai envie d'en parrainer 4 ou 5, mais j'ai pas envie de gérer les remboursements, j'ai pas envie de gérer tout ça. Alors on a créé un compte bancaire qu'on appelait Régénère Soutien, sur lesquels des personnes peuvent faire des placements, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner de l'argent, faire un chèque, placé sur Régénère Soutien. Et à ce moment-là, c'est l'association qui gère pour eux finalement le bon remboursement. Et donc les gens prêtent à l'association, et donc on fait une reconnaissance de dette en tant que telle, prêtent à l'association une certaine somme d'argent. Alors on commence à partir de 1000 euros, je crois, pour pas avoir des toutes petites sommes, prêtent une somme d'argent, 1000 euros, qu'on leur rembourse au bout de 2 à 3 ans, ça dépend de l'accord qui est fait entre l'association et ces personnes. Et pendant 2 à 3 ans, l'association utilise cette somme pour parrainer des extracteurs de jus. Voilà comment ça se passe. Et au bout de 3 ans, la personne est remboursée. Il n'y a pas d'intérêt, donc c'est un prêt sans intérêt à l'association, de manière à ce que des extracteurs soient parrainés. Si vous avez envie de soutenir cette démarche, si vous avez envie de soutenir
ce sens de la régénération, eh ben, je vous remercie. Je vous remercie de vous proposer en tant que parrain individuel ou de vous proposer pour le compte Régénère Soutien. Il suffit de nous envoyer un message via le formulaire de contact. J'espère que quand cette vidéo sera diffusée, finalement, le formulaire de contact fonctionnera mieux que ce qu'il fonctionnait précédemment. Et une fois que ça sera en place, eh ben, hop, on vous fait une reconnaissance de dette et à partir de là, nous, on peut financer des extracteurs de jus, effectivement, pour favoriser la régénération. Alors, je sais que j'ai été interpellé plusieurs fois par rapport au fait de promouvoir un appareil que sont les extracteurs de jus. On me dit, ouais, c'est pas naturel, ouais, tu promeux le consumérisme et tout. Je comprends parfaitement les personnes qui disent ça. Sauf que j'ai fait un choix, c'est-à-dire que je pense vraiment que des individus régénérés peuvent faire une action colossale dans ce monde en termes de régénération. Et que pour moi, c'est vraiment le principal. Et quand je parlais de conversion profonde, je sais que cette conversion profonde, elle passe aussi par l'assainissement du terrain physiologique, elle passe beaucoup par l'assainissement du terrain physiologique, par le fait d'arrêter de mettre des poisons dans nos intestins, parce que nos intestins sont littéralement notre premier cerveau, et que finalement les poisons que nous mettons dans nos intestins bien, génèrent des pensées empoisonnées. C'est pour ça que on parle autant de physiologie dans ces vidéos. Et donc pour moi, les extracteurs de jus, bien sûr, on va me dire, ok, c'est un objet de plus dans nos vies, d'accord. C'est un objet dont l'obsolescence est tellement faible, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie extraordinaire. Ils sont très résistants et donc ils permettent tellement de bienfaits. C'est un objet qui va servir à 4, 5, 6 personnes. On fait des jus. Moi je vois à la maison, on est combien à tourner sur l'extracteur de jus. On a un extracteur de jus pour pas mal de monde. Donc tous les copains qui passent, tous les gens qu'on va convertir, je trouve que quelque part, c'est toujours pareil. Dans la vie, on fait des choix et on fait des choix entre input et output, comme dirait mon copain Eric Escoffier. Les intrants et puis ce qu'on va retirer comme bénéfice. Pour moi, un extracteur de jus, ok, c'est un peu de plastique, c'est un petit peu de matériel, c'est des gens qui travaillent pour le produire, mais le bienfait qui va rejaillir sur tout un groupe humain, la transformation profonde et radicale que cela va faire rejaillir est tellement extraordinaire que finalement ça en vaut le coup. Alors bien sûr, on peut se contenter, on pourrait dire ouais, on se contente de prendre des jus, enfin des fruits et des légumes à la croque comme ça et ça va marcher. Ouais, malheureusement pour nombre de personnes hyper enflammées, ça ne marche pas, ça ne suffit pas et ça ne marche pas. Et deuxièmement, je sais que c'est un outil de colonisation massive, c'est une espèce de cheval de Troie par lequel on va pouvoir rentrer par la porte chez les gens qui ne voudraient pas entendre le message du crudivorisme, du frugivorisme. Et avec l'extracteur de jus, hop, on met un coin dans la porte et là, hop, tout change. Et finalement, avec un extracteur de jus ajouté qui finalement, effectivement a son coût énergétique, écologique et humain, et bien finalement la personne va tellement changer d'autres choses dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de consommer au supermarché des choses qui sont sous emballage plastique, elle va commencer à faire son jardin elle-même, elle va commencer à se rapprocher d'agriculteurs bio et privilégier l'agriculture biologique, que finalement la balance est extraordinairement dans le sens de la positivité. C'est uniquement ça que je vois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir le tableau d'ensemble et non pas voir le petit détail. Et là encore, je crois qu'on se laisse illusionner par le petit détail. L'important, c'est d'apporter ce message de la régénération. Et tellement de choses changent. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit ouais, tu consommes des bananes, alors le coût écologique de la banane, ça fait de toi un énorme pollueur. Et je me marre quand quelqu'un me dit ça, parce que je lui dis oui, non mais toi tu consommes que des produits français, sauf que tu les consommes en supermarché, tu sais le coût écologique, mais il est radicalement plus important. C'est-à-dire que n'importe quel crudivore qui fonctionnerait même, alors que je le valorise pas, qui fonctionnerait même avec des produits importés, a un coût écologique et humain bien inférieur à quelqu'un qui mangerait des produits français mais manufacturés, emballés, transformés, industrialisés. Donc, merci pour les personnes qui vont financer le parrainage des extracteurs. Merci de votre soutien de tout cœur. On y tombe. Alors tenez, on parle des extracteurs de jus, on parle de personnes qui ont les intestins enflammés. Question de Céline. On va voir, on a fait une intro encore. Oh, on a battu le record là, pour les amateurs d'intro. C'est ça qui est bien dans les questions-réponses, c'est qu'on peut se faire des intros, on peut se faire des digressions, on peut se faire des petits passages. Ça, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je me permets ce message en espérant que vous aurez un temps pour y répondre. Tu vois, on va s'y coller. Je suis tombé malade de Crohn à l'âge de 14 ans. Alors, tombé malade de Crohn, on peut traduire. J'ai commencé à avoir une manifestation symptomatique de l'inflammation de mes intestins à partir de l'âge de 14 ans. 21 chirurgies entre 20 et 24 ans.
Il ne me reste que 20 cm d'intestin grêle, un tiers d'estomac et un demi-côlon. Ils se sont fait plaisir. Hein. Je suis nourri par parentéral 12 heures par nuit, 5 nuits par semaine. Donc, j'ai la chance de pouvoir continuer de travailler, mais tout mon temps libre passe pour mon branchement en parentéral et ce n'est pas simple, j'imagine. Donc, la nourriture parentérale, c'est une nourriture directement injectée. Là, parentérale, c'est à quel niveau? Je me trompe, mais c'est au niveau de l'intestin directement. Il y a 2 mois, j'ai appris que mes 20 cm d'intestin grêle étaient malades sur 80%, lésions. Les médecins ne pouvant plus rien pour moi, j'ai commencé à chercher autre chose dans l'espoir de ne pas en arriver à la stomie définitive. J'ai déjà vécu ça 2 ans et demi, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Mes recherches m'ont permis d'ouvrir les yeux, je me suis mise au yoga, à l'acupuncture. J'ai enlevé totalement le gluten et les taches et j'ai diminué la viande. Moi qui étais sans résidus depuis 20 ans, le changement est très difficile. J'ai également commencé les jus depuis quelques jours avec l'achat d'un extracteur, excellent. Ma question est assez simple, mais me paraît si complexe. Pensez-vous qu'avec 20 cm, qui n'assimile que 5 à 20% de la nourriture par voie orale, j'ai une chance que la partie terminale du grêle puisse prendre de nouvelles fonctions avec le temps pour me permettre d'assimiler plus dans quelques années? Et qu'avec si peu d'intestin, changer d'alimentation sert-il vraiment à quelque chose? Auriez-vous vraiment des conseils sur mon changement d'alimentation? Je suis preneuse de tout conseil car je suis vraiment au bout du chemin et je ne sais plus comment faire. Céline, excuse-moi. Parfois c'est un petit peu difficile des messages comme ça. Céline, tu es au bout du chemin, en même temps tu as certainement une immense chance. J'ai conscience que là, il y a eu une erreur au départ. Il y a eu une erreur effectivement. C'était simplement une inflammation du côlon. Pourquoi est-ce que c'était une inflammation du côlon et du grêle? Simplement parce que la nourriture que tu ingérais était non adaptée et que finalement tu avais peut-être une sensibilité particulière parce que tes tissus entériques étaient particulièrement fragiles ou déminéralisés ou déjà enflammés. On t'en a supprimé une très grande partie. Ouais, j'ai envie de dire aux gens, mais arrêtez cette folie. Arrêtez cette folie. Regardez où elle en est rendue, Céline. Arrêtez cette folie, je vous en prie. Arrêtez cette folie, arrêtez de supprimer des parties de votre corps. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on est coincé? Là, finalement, on t'a enlevé tout et puis là, maintenant, on te dit, ben voilà, on peut plus rien pour toi. Hein, on te laisse en carafe. Alors, il est temps de tenter autre chose. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien sûr que ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que avec tes 20 cm d'intestin, eh ben, t'as encore une partie qui assimile. Et ces 20 cm d'intestin, il va falloir leur donner la nourriture de la façon optimale, de manière à ce que tu aies une vraie nutrition qui rentre dans ton corps. Une profonde nutrition qui va venir au niveau cellulaire favoriser la régénération. Tu as des cellules souches dans ta moelle osseuse qui peuvent reproduire n'importe quelle cellule de ton organisme. Est-ce que c'est possible de repousser un intestin? Ben prouve-le. Prouve-le nous. Montre-le nous. J'en sais rien, montre-le nous. Il n'y a pas de raison théorique à ce que ça soit impossible. Montre-le nous. Et tu vas le manifester. Tu vas le manifester par ton exemple. Hein? La stomie définitive n'est pas l'alternative. Si tu penses que la stomie définitive est ton unique chemin, alors effectivement tu vas avoir une attitude qui va aller dans le sens de la stomie définitive, c'est-à-dire que tu vas aller dans le sens de la dégénération. Mais si tu m'as envoyé ce message, je sais que c'est que tu penses, tu as une idée derrière la tête, tu penses à quelque chose d'autre, tu commences à avoir une porte entrouverte. Et cette porte entrouverte, c'est de dire, déjà, on va apporter au corps une nutrition idéale. Là, pour le coup, mais les jus de légumes, alors on va me dire c'est un cas extrême, mais les jus de légumes et de fruits, mais surtout de légumes, sont l'unique solution pour une personne comme ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà de la nourriture quasiment prédigérée, et c'est-à-dire que l'assimilation va être bien meilleure grâce au jus. C'est-à-dire que tout ce qui est solide ne pourra pas passer, ne pourra simplement pas passer. Tu vas commencer à nourrir tes cellules. Tes cellules, elles vont commencer à éliminer, c'est-à-dire à éliminer tous leurs déchets. Une fois qu'elles vont commencer à avoir éliminé, et ça pour éliminer, il faut apporter une dose d'alcalinité, de minéraux colossale, de manière à ce qu'on puisse avoir un remplacement des acides, de manière à ce que les reins, les émonctoires commencent à fonctionner de manière adéquate. Moi, je favoriserai l'élimination rénale, je favoriserai le péristaltisme intestinal puisqu'il te reste un demi-côlon. Et des jus en quantité, de l'eau de mer en quantité pour reminéraliser ce corps, permettre la prolifération cellulaire, permettre la reconstruction des tissus. Les tissus conjonctifs et tous les tissus de l'organisme sont bâtis à partir d'une trame minérale, calcique en grande partie, mais une trame minérale. Donc fournir tes matériaux
biodisponibles, des minéraux biodisponibles à ce corps, et permettre que la vie revienne. Et quand la vie revient, c'est la croissance tissulaire qui revient. On voit des organes repousser. Alors le grêle, pourquoi est-ce qu'il ne repousserait pas? Il peut repousser, il peut aussi développer un mécanisme adaptatif, c'est-à-dire que dans ces 20 cm qui te restent, eh bien ça va suffire pour avoir une assimilation adéquate. C'est à toi de trouver ta voie, c'est à toi de trouver ton équilibre. Changer d'alimentation sert vraiment à quelque chose. Parce que je vais te dire, il y a ton grêle, il y a tout le reste de ton corps. Il y a vraiment tout le reste de ton corps. Et j'imagine que la nourriture parentérale que tu reçois, elle est tout sauf adéquate. Donc, moi, j'hésiterai pas. Je ferai ce changement parce que c'est le seul que tu es jusqu'à maintenant. Là, je pense que tu es en train de vivre cette conversion, cette compréhension qui se passe. Tu es en train de la ressentir profondément. On est là pour t'épauler. Envoie-moi un message si tu as besoin d'autres conseils plus spécifiques. On est vraiment là pour t'épauler. J'ai pas ton adresse mail parce que tu m'avais envoyé ce message par Facebook. Je l'ai pêché sur Facebook. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ton adresse mail. C'est pas possible. C'est pas possible et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Vous savez, le problème, c'est que on est tellement empêtré dans une culture de la dégénérescence qu'on a fini par abdiquer devant elle. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un organe qui dégénère, eh ben, on est là tous à trembler, à se dire pourvu qu'il ne dégénère pas plus. Et puis, quelque part, on a... le terme m'échappe, on a acté que finalement c'était définitif. Donc on ne connaît pas la loi de la grâce, on ne connaît pas la loi de la régénération, on ne connaît pas la loi de l'homéostasie. Parce que si on connaissait cette loi de l'homéostasie, qui pour moi est l'équivalent de la loi de la grâce, on saurait que quelque chose de nouveau est possible, qu'une régénération est possible. Mais là non, là on tremble de peur devant la maladie qui nous assaille, et puis on abdique. On abdique, on dit voilà, ben, tu m'as eu, donc je vais enlever cette partie. Quelque part, on essaye de se défiler. C'est-à-dire que quelque part, vous avez une partie d'un organe qui est touchée, on dit, hop, on va découper large, on va l'enlever, hein, comme ça, on sera tranquille. On fera comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça. Il y a une bonne nouvelle, ça peut se régénérer. C'est pour ça que cette culture, cet état d'esprit de la régénération, c'est la première des choses qu'il faut inculquer aux enfants. C'est-à-dire leur dire, ce monde peut se régénérer, ce biotope, cet individu, tout peut se régénérer. Tout individu peut changer à n'importe quel moment de sa vie. Regarde cette personne, physiquement, elle est cassée. Moralement, elle est cassée. Spirituellement, elle est pourrie. Mais regarde cette personne, et cette personne, eh bien, elle peut devenir en quelques années quelque chose de splendide, une plante splendide qui va s'épanouir, qui va physiquement prospérer, qui va spirituellement prospérer, qui va être bonne pour cette terre, bonne pour ce biotope, bonne pour cet environnement. Tout peut changer et c'est la libération des prisonniers quelque part qu'on sonne là. Donc, Céline, vraiment, tout peut changer même pour toi et surtout, profites-en pour faire passer ce message auprès des malades de Crohn. Montre-leur que finalement ton chemin n'a été qu'un chemin d'ablation par ablation par ablation par ablation qui n'a jamais rien guéri. Il n'y a pas de guérison dans l'ablation. Il n'y a pas de guérison dans la suppression des symptômes. La seule et unique vraie guérison, c'est le retour aux conditions normales d'utilisation du corps humain qui permet la fonction éliminative et ensuite la fonction assimilative. Donc, dans ton cas, favoriser le fonctionnement émonctoriel avec des mélanges de plantes. Vous prendrez le mélange rein, le mélange lymphe, le mélange balai intestinal, peut-être à tester en toute petite dose, voir. Je favoriserai la croissance tissulaire, mélange cerveau et système nerveux peut-être. Et puis surtout des jus, des minéraux en quantité, du plasma de Quinton, de l'alcalinité, tout ce qui va favoriser le repos, te nourrir de vidéos, d'inspiration, de textes, de musique qui vont aller dans le sens de la régénération, faire de la croissance tissulaire à l'intérieur de ton corps, finalement ta priorité, ton unique but, absolument, et tu ne lâcheras rien tant que ton intestin ne sera pas fonctionnel ou reconstruit. Tu ne lâches rien, tu exiges, hein. On te l'a promis, on t'a parlé de la loi de l'homéostasie, maintenant tu tapes sur la table, tu dis je le veux, et si on ne te le donne pas, je le veux. Et tu t'acharnes, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des difficultés sur le parcours, qu'il y ait des virages, tu t'acharnes. On te l'a promis, c'est vrai, c'est la vérité vraie, c'est comme ça que fonctionne le corps.
Et donc, tu t'acharnes. Tu lâches pas. Et ça, pour moi, c'est la seule attitude qu'on doit avoir par rapport au handicap physique. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On énonce les lois. Hein. Il y a la loi de l'homéostasie. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Et là, hop, tu as une douleur dans le bras. Tu dis, hé, tout système laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Et là, tu as encore mal. Tout système laissé à lui-même, tu vas lâcher la douleur, tout système laissé à lui-même revient à l'état d'équilibre. Et ça doit être présent dans votre tête. Et à ce moment-là, eh bien, la douleur, eh bien, vous allez comprendre pourquoi elle est là et vous allez faire en sorte qu'elle ne soit plus là. Parce que la douleur n'est qu'une manifestation, la douleur n'est qu'un symptôme et qu'en fait, il faut aller chercher le fait sous-jacent. Question de Caroline. Il me suis un peu enthousiasmé, excuse-moi Céline, mais ça m'a beaucoup touché. Cher Thierry, je me permets de me tourner vers vous après le visionnage de beaucoup de vos ou tes vidéos. Ouais, tutoie-moi, c'est beaucoup plus simple. Alors, on n'a pas besoin de mettre de la distance entre nous. Hein. On est tous frères et sœurs. On est tous frères et sœurs. Si on connaissait le lien qu'il y a intrinsèquement entre nous, on ne se permettrait pas ce vous. Ah monsieur, vous permettez? Non, non. Non, à la fin, tu finis par gros bisous. Ben, j'espère bien. J'espère bien, gros bisous. Voilà, je suis une maman de 5 enfants. J'ai 30 ans et après de gros soucis, je me retrouve avec une addiction très difficile à gérer. Une dépression suite à une relation ultra toxique. Donc, je suis en train de me défaire. Longtemps, mais je n'arrive pas à démarrer. Je ne vis pas dans l'abondance, je touche le RSA, c'est tout. Pas de voiture, et là où je suis, je ne sais pas où me fournir en bons fruits et légumes. J'habite à Salel-d'Aude. Bref, j'ai besoin d'aide. Par quoi commencer quand on n'a pas un sou, pour également sauver mes enfants de cette alimentation horrible? Bon, je suis épuisé, presque au bord du suicide car mes problèmes de santé ne font que s'enchaîner. J'ai besoin de toi et je sais que le hasard n'existe pas. T'as pas besoin de moi, t'as besoin de nous. T'as besoin de nous, t'as besoin de soutien, mais pas de moi. Moi, tu sais où je suis. Je suis un tout petit gaillard, tout maigre. J'ai peur pour la suite. Et si je ne change pas radicalement de mode de vie? Alors, Caroline qui est à Salel-d'Aude, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Caroline? Tu vois, quand je lis un message comme ça, effectivement, moi, il y a quelque chose de révolté. Moi, je me dis, voilà, tu as compris, puis tu n'as pas les moyens de mettre en place. Ben, c'est là où je dis, voilà, là, on touche l'échec de notre système, qui nous a tous individualisés. La seule réponse à ça, elle est collective. Il y avait une amie à moi qui donnait une phrase que j'aimais toujours, c'était, il nous faut trouver des réponses collectives à nos besoins individuels. Tu as besoin de manger de manière adéquate, tu as besoin de nourrir tes enfants de manière adéquate, tu as besoin certainement d'avoir du soutien, parce que si tu as 5 enfants et que tu es épuisé, tu as certainement besoin d'avoir du soutien. Tu as besoin de trouver des réponses collectives à tes besoins individuels. Le collectif est la seule solution pour moi. Alors le collectif, alors tout de suite on pense vivre tous ensemble dans une même maison, mais construire du collectif là où on est. Alors s'il y a des gens qui sont pas loin de Salel-d'Aude, Caroline, il va falloir que tu nous envoies un message avec ton adresse internet, si tu veux que je te mette en lien avec des personnes sur Salel-d'Aude. Caroline à Salel-d'Aude, elle a besoin d'un coup de main. Salel-d'Aude, c'est juste à côté de Narbonne, là, dans le Minervois, ça, c'est un joli coin. Mais pour moi, il faut vraiment qu'on comprenne. On s'est fait atomiser, on s'est fait balader, hein, parce que notre seule façon de survivre sur Terre de façon adéquate, c'est le groupe. C'est le collectif, c'est le soutien mutuel, c'est l'entraide mutuelle. On nous a persuadé du contraire, bien pour nous individualiser, pour que finalement la frustration montant, plus un individu est frustré, plus il consomme. C'est toujours pareil, plus un individu est frustré, plus il est vide finalement de cette confiance qu'il y a et de cette sécurité qu'il y a dans le collectif, plus il a tendance à chercher dans des biens matériels le fait de se rassurer. C'est-à-dire qu'on a troqué l'assurance de la meute d'une certaine manière pour l'assurance du bien matériel, sauf que ça ne nous rassure pas complètement. Donc moi, la seule réponse que je puisse donner à une situation comme celle de Caroline, c'est le collectif, le collectif, le collectif. Il faut te rapprocher de personnes dans ton coin, il faut trouver d'autres personnes dans ton coin qui puissent partager ça avec toi, lancer un potager en commun, partager les voitures, collectiviser tout ça, et de toute façon on va y arriver, on va tous y arriver. Si tu veux nous envoyer ton adresse internet, je pourrais relancer l'appel. Alors, question de Mélina. Mélange ABC de la nature, question importante.
Vos différents mélanges m'ont été recommandés par une naturopathe, chouette, mais étant moi-même étudiante en naturopathie, je souhaiterais savoir si vos différents mélanges sont composés de plantes sèches ou d'extraits secs ou extraits standardisés, car je n'ai pas trouvé l'information sur votre site ni sur les pots. Ce ne sont que des plantes sèches, ce n'est pas de l'extrait sec, ce n'est pas de l'extrait standardisé, c'est le totum de la plante, c'est-à-dire qu'on prend la plante, elle est séchée à très basse température, elle est très finement pulvérisée, c'est même pas du broyage, c'est de la pulvérisation, de la micro-pulvérisation, et c'est tout, parce que je pense, je sais même pas que je pense, je suis persuadé, je suis intrinsèquement persuadé que les plantes ont des produits actifs qui viennent en équilibre les uns avec les autres, et que les séparer, les concentrer, c'est encore le travail de l'intellect humain qui dit « Ah, moi je veux tel principe actif », plutôt que tel principe actif, et qu'on se plante. Et c'est comme ça qu'on déséquilibre complètement un corps. À partir du moment où on joue dans la science des extraits, des concentrations, je pense qu'on a fait fausse route. C'est pour ça que je tiens particulièrement au niveau des plantes, et je pense que c'est ce qui assure, enfin je pense, là aussi, je suis persuadé que c'est ce qui assure l'incroyable efficacité de ces mélanges de plantes chez ABC de Nature, c'est le fait qu'ils partent d'un totem de plantes cultivées dans un biotope dans lequel on est assuré d'avoir des plantes riches, des plantes puissantes, chargées de principes actifs, et c'est ce qui fait qu'elles sont très très actives. Donc oui, totem, il y a, pour moi c'est un incontournable, vraiment un incontournable. Et d'ailleurs, vous savez, chaque fois qu'on sépare et qu'on prétend faire mieux que le modèle naturel, on devrait se poser une question. On l'a vu quand on parlait avec Eric Escoffier, il disait finalement il n'y a pas plus efficace, il n'y a pas plus abondant, il n'y a pas plus riche que l'écosystème naturel. Et finalement, il s'agirait, avant de vouloir réinventer la Lune, déjà d'arriver à le copier, à le mimer, à le comprendre, à le copier et à le mimer. Je pense qu'il n'y a pas plus riche qu'une plante dans son totem. Et chaque fois qu'on essaye de le dissocier, de le découper, de l'isoler, on se plante, on rate la cible. Et finalement, en croyant bien faire, en croyant avoir une action plus efficace, le plus, c'est pas obligatoirement mieux. Plus, c'est juste plus. On nous a appris à connoter plus, mieux. Non, plus, c'est plus. Et souvent, ça peut être moins bien. Plus de pollution, plus de douleur, plus de tristesse. Mais à l'inverse, plus de joie, plus de force. Voilà. Donc, c'est pas connoté. Plus, c'est plus. Et moins, c'est moins. Et c'est pas connoté. Ça dépend de quoi on veut parler. Donc, plus de principes actifs pour nombre d'individus, ça va être complètement inadapté. Donc, toute forme de concentration, je l'évacue. Question de Thibaut. Bonjour, j'ai lu le bouquin de Robert Masson, Diététique de l'expérience. Le chapitre sur les fruits m'a fortement interpellé. C'est un copain, Robert Masson, un copain de longue date, qui avait utilisé, en le déformant, un de mes témoignages donnés à titre privé pour faire de la calomnie, de la diffamation. C'était il y a pas mal d'années dans Biocontact, donc un bon ami. Le chapitre sur les fruits m'a fortement interpellé. Il dit que les fruits aqueux apportent des quantités très importantes d'acide citrique, tartrique, malique, donc acidifient le sang. Ouais. Il dit que les individus qui sont frileux de nature, fatigables, pâles et longilines ne doivent pas consommer plus de 100 grammes de fruits aqueux. Je suis ce style d'individu et j'ai commencé mon régime 80% frugivore depuis un mois. Je dois dire que je me sens pas super bien, mes douleurs du dos persistent à l'effort. Dois-je donc arrêter les fruits aqueux? De plus, M. Masson nous dit que la viande n'est pas acidifiante, car avec désémination, il y a PO acide gras volatile et avec décarbonisation, PO gaz carbonique, mais ils sont tous deux éliminés au niveau pulmonaire, donc pas d'acidification, qu'en penser? Comme dirait un ami américain, bullshit. Ça me permet de ne pas être vulgaire en français. Bullshit. Ben, c'est juste faux, c'est juste archi faux. Les acides faibles dans les fruits sont parfaitement oxydés par la voie pulmonaire. Les acides présents dans les produits animaux ne sont pas des acides faibles et ne sont pas décarboxylés comme le dit le docteur Masson. Il a effectivement un ouvrage très très agressif, montrant des personnes cachectiques et anorexiques qui seraient soi-disant crudivores et qui ensuite se sont renourries et ont repris de la masse. Il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes. Monsieur Masson aura beau dire que les fruits sont inadaptés pour l'être humain. Ce qui est certain,
ce qui est certain, je l'ai déjà dit, pour les personnes qui sont très fortement déminéralisées. Attention aux fruits acides au goût, surtout s'ils ne sont pas cueillis dans des conditions convenables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement mûrs. Ok, cette restriction étant mise à part, le fruit est l'aliment normal, physiologique de tous les êtres humains. Notre système digestif est parfaitement designé, on va dire, pour digérer les fruits. Il a été conçu, il a été créé pour digérer, pour fructifier, pour grandir, pour croître sur les fruits. On regarde la longueur de notre tube digestif, on regarde la façon dont nous sommes construits. Il est l'aliment idéal pour l'être humain. Les fruits, les feuilles vertes. Une petite proportion de produits animaux est acceptable. Je l'ai dit, physiologiquement parlant, nous y sommes adaptés. Ok, une petite proportion. Ensuite, tout le reste, là, ce ne sont que constructions. Il s'agit de s'intéresser un tout petit peu à la physiologie. Et c'est là où, finalement, notre ignorance fait que nous pouvons être baladés par tel bonimenteur ou par tel bonimenteur. Ne me croyez pas. Allez étudier la physiologie. Prenez un livre de physiologie de médecine première année. Allez regarder comment nous sommes constitués au niveau du tube digestif. Allez regarder les caractéristiques de notre tube digestif. Vous verrez comment ça se passe. La transformation des acides aminés à chaîne longue qu'on trouve dans les produits animaux. Vous allez voir un petit peu l'acide urique qui est produit. Et les crises de gouttes, à ce que je sache, donc ils sont quand même des crises d'acide urique, ça n'arrive pas chez les mangeurs de fruits. A priori, les crises de gouttes, ça arrive plutôt chez les mangeurs de viande. À ce que j'en sais. Les douleurs arthritiques, c'est plutôt chez les mangeurs de viande. Et de toute façon, la théorie de Masson, elle tient pas la route. Parce que je vais te dire un truc. Le monde actuel est un monde dans lequel la consommation de produits animaux est colossale. On a vu les maladies dites de civilisation augmenter au fur et à mesure que la consommation de produits animaux a augmenté dans notre alimentation. Donc, c'est juste, mais c'est juste invalidé. Alors, il parle de diététique de l'expérience, c'est juste invalidé par l'expérience. C'est-à-dire que nos populations, nos grands-parents et ainsi de suite mangeaient beaucoup moins de produits animaux, avaient une alimentation beaucoup plus frugale et végétale. La plupart des peuples sur la planète qui ont encore une alimentation frugale et végétale témoignent par leur expérience de vie, à quel point finalement l'assertion de Robert Masson est fausse. Voilà, c'est tout. Donc c'est réglé, il n'y a rien à rajouter, c'est juste archi faux. Je regarde où on en est, parce que j'ai un rendez-vous après. Ouais, c'est bon, il nous reste encore 10 minutes, puis après on va couper, puis on reprendra. Alors, question, cortisol et pancréas, fruits secs. Bonjour Thierry et l'équipe, je me pose une question, depuis peu je consomme de grandes quantités de fruits, et en ce moment plus de fruits secs, comme il y a peu de fruits frais. Ouais. J'ai un taux de cortisol élevé, je me demande si ma consommation de fruits, 10 bananes, 5 bananes sèches, 4 kiwis et 200 grammes de fruits secs, c'est pas mal, par jour, ne pourrait pas user mon pancréas et amener un diabète. Comme j'ai un taux élevé de cortisol dans le sang, voilà, je suis crudivore et mange des légumes verts et fais des jus de légumes tous les jours, tu arrêterais les fruits secs. Ouais, le cortisol, bon, c'est cette hormone qui est produite par les glandes surrénales en réponse à une situation de surstimulation, de stress ou d'usure surrénalienne, et il est réel que le cortisol réalise une véritable résistance à toutes les hormones, y compris l'insuline, et que la plupart des diabètes sont une résistance à l'insuline, les diabètes de type 2 sont une résistance à l'insuline liée au trop fort taux de cortisol. Si tu prends des fruits secs, alors dans les fruits, il y a du fructose, mais il y a aussi un peu de glucose. S'il y avait que du fructose, ça poserait pas de problème, parce que le fructose, il ne demande pas l'insuline pour être métabolisé. Mais comme il y a du glucose aussi dans les fruits, je connais peu de fruits qui contiennent que du fructose, comme il y a aussi du glucose, et parfois c'est moitié-moitié, bon, c'est mieux que dans les céréales. Dans les céréales, c'est quasiment que du glucose. Il n'y a pas de fructose du tout. Donc c'est pour ça que les fruits sont supérieurs aux céréales pour les personnes diabétiques. On va faire un sujet spécial sur les diabétiques, à moins qu'il soit déjà fait quand je vais passer cette vidéo. Mais j'en étais où? Oui, le cortisol réalisant une véritable résistance à l'insuline, la plupart des diabètes sont des diabètes nerveux. Les diabètes de type 2 sont des diabètes nerveux liés à une hyperproduction de cortisol, liés à un affaiblissement des glandes surrénales ou une surstimulation des glandes surrénales, ce qui fait que l'insuline n'arrive plus à faire son travail. Donc avec des fruits secs qui apportent une charge glycémique importante, ça va faire travailler ton pancréas, et à terme, effectivement, pour une personne qui a des taux de cortisol très hauts, ça pourrait conduire à une usure pancréatique. Et là, on serait dans le cas de diabète de type 1. Alors la solution, elle est simple, c'est peut-être diminuer les fruits secs. Voilà, pas prendre des bananes sèches, les prendre fraîches effectivement, parce que le contenu en eau, là aussi le taux tombe est idéal. Et
et viser surtout à diminuer ses quantités de cortisol. Hein. Donc c'est un peu le cas de toutes les personnes qui sont en fatigue chronique, taux de cortisol trop élevé ou trop bas. Régénération des glandes surrénales, massage, SMS, sommeil, massage, soleil, plantes pour les glandes surrénales, des jus de légumes avec du persil, des choses comme ça qui vont régénérer toute cette zone-là. Le système endocrinien demande d'être aussi régénéré, donc tu peux aller sur des jus avec de l'ortie, avec des plantes comme ça, et tout ça, ça va te soutenir dans ton diminution des taux de cortisol, limitation des fruits secs, et effectivement, ça ne conduira pas à une usure pancréatique. Mais c'est vrai que des personnes qui auraient un taux de cortisol extrêmement élevé, de toute façon, je vais te dire, un taux de cortisol extrêmement élevé, si tu manges des fruits secs, c'est pas top, mais alors si tu manges des céréales, c'est entre guillemets pire, parce que du glucose, là, t'en as à fond. Donc la solution, c'est les fruits frais et les légumes. Les fruits frais et les légumes, et la diminution des taux de cortisol, naturellement. Voilà. Tiens, une question encore sur les fruits déshydratés. Question de Aurore. Que penser des fruits déshydratés que l'on peut retrouver dans les commerces type grand frais? Peuvent-ils avoir la place? Oh, non. Bon, non seulement ils sont pas bio, donc bon, déjà ça c'est embêtant. Ils sont séchés à haute température, ça c'est embêtant aussi, donc ils n'ont pas grand chose en eux, mais surtout ils sont traités la plupart du temps à l'anhydride sulfureux, qui est un produit qui permet finalement de supprimer les parasites à l'intérieur et tout. Donc ils sont poisons par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont plus poisons que les produits frais équivalents. C'est-à-dire qu'il vaut mieux manger des produits traités frais que des produits secs, parce qu'ils sont traités en plus. Donc vraiment à fuir absolument. Une soirée à passer finalement. On se retrouve à l'intérieur. Il y a une petite entrée maritime ce matin, ça va être bien pour les plantes. On se réfugie un petit peu à l'intérieur. Et puis, pas mal de prendre comme ça une petite coupure au sein d'un question-réponse. Ça permet de réfléchir, surtout de discuter. Et j'ai parlé de la situation de Caroline là, qui a salé le dode, qui a pas d'argent, qui touche le RSA et ainsi de suite. Je ne vis pas dans l'abondance. Et puis j'en ai parlé à une proche, une très proche. Et quand je lui ai dit, écoute, là j'étais un petit peu désemparé devant une telle question, mais elle m'a regardé, mais elle m'a dit, et les plantes sauvages? Quand on me dit, je ne vis pas dans l'abondance, on vit dans l'abondance à partir du moment où on a du biotope naturel autour de soi. Des plantes sauvages, il y en a partout actuellement, des orties, de la mauve, du plantain, du kénopode, du chardon-marie, il y en a des quantités énormes. Et c'est là où finalement l'extracteur de jus peut être excellent, parce que certaines plantes ont des fibres un petit peu ligneuses, donc ça permet de passer. Je t'ai dit, si tu as besoin d'un extracteur de jus, on te trouvera un moyen de t'en procurer un, ça oui. Mais simplement aussi en salade ou cuite, soupe d'ortie ou des choses comme ça, c'est excellent. Tu prends 3 patates, des orties. Si on n'a pas d'argent, l'important c'est déjà de se baser sur le végétal cru, c'est nettement mieux, mais déjà de se baser sur le végétal, et le végétal sauvage encore plus. Quelque part c'est extraordinaire, c'est qu'on nous a appris à porter un regard de rareté sur le monde qui nous entoure, ce qui fait que ces lunettes de rareté font qu'on ne voit même pas l'abondance, la richesse. C'est un peu comme si on se baladait dans la rue, qu'il y avait des billets de 50 € qui jonchaient le trottoir, mais qu'on nous avait mis des lunettes qui ne voyaient pas ces billets de 50 €. Mais nous, on se balade un peu partout, il y a des milliers de plantes sauvages qui sont parmi les plus concentrées, les plus riches, les plus nutritives qu'on puisse imaginer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On prend sa voiture, on écrase les plantes sauvages pour aller acheter chez le maraîcher une pauvre laitue toute flétrie et toute palote, qui n'a plus de chlorophylle, qui n'a plus de minéraux, qui n'a plus rien. Donc l'abondance, elle est là, elle est à 2 pas de notre porte, on n'a même pas à la cultiver, elle vient spontanément. D'ailleurs, j'en parlais avec Eric, mais moi dans un modèle idéal de culture, il n'y a aucune culture potagère. Tout ce qui est plantes vertes, elles poussent spontanément. Il y a les arbres qui demandent peu d'énergie, peu d'entretien, qui sont relativement pérennes. Il y a les arbres et après il y a les plantes vertes qui poussent spontanément. Le plantain, le kénopode, la mauve, le mouron. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde. Le diplotax, la roquette sauvage. Qu'est-ce qu'on a là encore qui pousse? Je regarde juste devant moi là. La pariétaire. On a du souci, on a des poireaux sauvages, on a des ails sauvages, bien sûr on a de l'ortie, on a de la pulmonaire,
on a de la bourrache, enfin voilà, mais les quantités elles sont colossales, colossales, et encore là j'en ai cité que très très peu. On a de la pimprenelle que j'aime beaucoup, enfin voilà, on a énormément, on a une richesse, on a une abondance. Donc Caroline, ben, si tu veux donner une richesse, une abondance à tes enfants, partez en cueillette de plantes sauvages. Il y a de quoi faire, surtout à Salelles-d'Aude, c'est très humide, et je pense que la solution elle est là. Et la connaissance des plantes sauvages, pour moi, est l'une des choses les plus importantes. Pour moi, les deux pôles de l'alimentation doivent être des fruits et des plantes sauvages. Des fruits et des plantes herbacées sauvages, les plus riches en chlorophylle, les plus riches en minéraux, les plus riches en nutrition au sens nutritionnel, pas en termes de calories, hein, mais en termes de nutrition pure, et c'est vers les plantes sauvages qu'on peut aller. Donc restaurer des biotopes dans lesquels il y a une diversité, il y a une richesse, et non pas des espèces de monocultures, hein, monocultures de salade, même quand on voit dans des champs bio, des lignes de carottes et des lignes de salade, mais ça n'a rien à voir avec le modèle naturel. Regardez la première prairie, c'est une guilde, comme on dit, hein, c'est une guilde de plantes, c'est-à-dire c'est un ensemble de plantes qui vivent les unes avec les autres, et qui finalement se soutiennent les unes des autres, se nourrissent les unes des autres, vivent en harmonie les unes avec les autres, et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, c'est dans cette diversité. On a créé un regard de rareté, on a créé un regard d'unicité, on a créé un regard focalisé, individualisé, séparatif sur le monde, et c'est vraiment ça le challenge. Quand j'utilisais l'expression évoluer ou mourir dans certaines vidéos, c'est vraiment ça. Il est temps de changer de regard, parce qu'on n'a plus le temps de faire autrement. Allez, une question de François. Bonjour, y a-t-il une manière simple de mesurer l'acidité du corps? Analyse, appareil, pH mètre. François. Alors, on peut mesurer l'acidité avec des analyses, des choses comme ça. Alors, les analyses, elles vont te mesurer quoi? L'acidité sanguine. Si le sang commence à être acide, c'est mal barré. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, il y a l'acidité urinaire, aucun intérêt, ou quasi aucun intérêt. On l'a déjà expliqué en long et en large. Mais si l'urine est alcaline, ça peut vouloir dire simplement qu'on est en train d'éliminer des minéraux. Pourquoi? Parce qu'on est en plein état d'ostéoporose. Donc l'alcalinité ou l'acidité urinaire n'intéresse que peu. Ce qui peut être intéressant à tester avec des bandelettes, c'est le pH de la salive. Ça oui. Hein. Quand vous mettez un petit papier arc-en-ciel, là, vous le mettez dans la bouche, et vous regardez si votre salive est acide. Si votre salive est acide, problème, gros problème, parce que c'est pour ça que ça attaque vos dents. Et pourquoi la salive serait-elle acide? Parce que tout le contenu des intestins, de l'œsophage, des boyaux et de la boyauterie, tout ça c'est profondément acide, et ça remonte, et ça va jusqu'à connoter la salive. Donc ça c'est une chose. On peut s'amuser aussi, hein, si vous voulez tester qu'est-ce qui élimine votre peau quand vous transpirez, hein, vous mettez un petit peu de papier pH contre votre peau, vous allez voir, c'est pas alcalin ce qui sort, c'est acide. Mais globalement, on n'en a pas besoin. On nous a persuadé qu'il fallait qu'on passe par des machines, par des instruments pour objectiver. Mais pour voir si quelqu'un est acide, c'est très très simple. Déjà, est-ce qu'il a des douleurs inflammatoires? Est-ce qu'il a des rougeurs? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il a la moindre douleur aiguë ou chronique à un endroit du corps? Là, déjà, acidose, assuré. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre critère d'acidose? Est-ce qu'il est déminéralisé? S'il est déminéralisé, c'est qu'il est acidifié d'une certaine manière. Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est frileux? Est-ce qu'il a les cheveux cassants? Est-ce qu'il a les ongles cassants? L'observation, c'est très très important. Quand vous rencontrez une personne, j'en avais déjà parlé, mais vous le regardez, vous rapprochez de lui, vous regardez ses mains, ses ongles, son haleine, l'aspect de sa peau, l'aspect de ses cheveux, sa physionomie générale, son port, est-ce qu'il est voûté, est-ce qu'il est ouvert? Quelqu'un qui va être voûté, c'est plutôt quelqu'un qui est déminéralisé et acidifié. Quelqu'un qui va être ouvert, plutôt quelqu'un qui va être en bonne forme. Acidification, couleur de la peau. Hein, les personnes qui sont toutes pâles, avec la peau translucide, fine, qui paraît peu solide. Voilà, ça, déminéralisé. Qu'est-ce qui fait la structure de la peau? Ce sont les minéraux. Déminéralisé égale acidifié, acidifié égale déminéralisé, l'un et l'autre étant équivalents. Donc je crois plus à l'observation clinique, François, que finalement à des appareils, à des pH mètres et ainsi de suite qui ne serviront pas à grand chose. Alors, question d'Emmanuel. Et il est temps de développer notre science de l'observation, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne le mesure pas assez.
Alors, frugivore locavore, une question d'Emmanuel. Bonjour, quand je parle de crudivorisme autour de moi, je convainc peu de monde. Non pas à cause de réticences intellectuelles sur la cohérence de cette alimentation, mais tout simplement parce que beaucoup autour de moi sont locavores et tiennent vraiment à rester dans cette dynamique. Ah ouais, alors tu sais que il est vrai qu'avec mes enfants, nous consommons beaucoup de dattes et ils raffolent de bananes et ils raffolent des dattes. Alors ma question est la suivante, peut-on vivre en France? En plus, j'habite en Lorraine, qui est loin d'être une région qui ressemble à l'Espagne, consommer uniquement des fruits et des verdures et être locavore. En hiver notamment, comment faire pour sortir des pommes et des poires? Alors tu sais, il y a une expression que j'aime bien qui dit celui qui ne veut pas faire trouve des raisons et celui qui veut faire trouve des solutions. Alors tous les amis locavores, alors je ne connaissais pas les locavores, hein, après les orthorexiques, maintenant il y a les locavores, donc c'est pas mal, c'est sorti. Donc tous les amis locavores, ils sont peut-être aussi, ils ont peut-être du mal à lâcher la queue de la casserole. Ça c'est quelque chose qui est... Pardon. Excusez-moi. C'est quelque chose qui est assez fréquent, de voir des gens qui cherchent des belles théories pour justifier leur appréhension à changer de modèle, à changer de fonctionnement. Bon, ceci en passant. Est-il possible de consommer local en fonctionnant sur les fruits et les légumes? Déjà, moi, j'étais la première réponse. En hiver, il suffit de fonctionner sur les légumes cuits et c'est réglé. Hein. Tout ce qui est pommes de terre, toutes les tubercules et ainsi de suite. Donc c'est réglé, châtaignes et ainsi de suite. Mais même ça, on peut continuer à manger cru. Alors, est-ce qu'on peut se passer de bananes et de dattes? De dattes, c'est très facile. Tous les fruits secs, il suffit de se les faire soi-même. T'es en Lorraine, les prunes sèches, les mirabelles sèches, les pommes sèches, les poires sèches, bien sûr, les raisins secs. Il y a des raisins qui poussent par chez vous. Donc tous les fruits secs, on peut y suppléer soi-même. Tous les fruits de l'été, tu les sèches. Tu te fabriques un grand séchoir avec des ventilateurs et tu sèches tous les fruits de l'été. Les tomates, tu sèches. Là, tu as tes fruits secs. Bien que les fruits secs, ça ne soit pas une panacée, mais bon, ça peut être utile en hiver. Après, comment remplacer les bananes? Bon, la banane, c'est vrai que c'est un fruit. Alors, locavore, est-ce que la banane est incontournable? Voilà la question. Est-ce que la banane est incontournable? Non, la banane n'est pas incontournable. Je veux dire, dans ton pays, déjà, qu'est-ce que tu peux planter? Il y a énormément de fruits à très haute valeur, à très haute nutrition que tu peux faire pousser. Tu vois, tu me parles de pommes et de poires et les kiwis, donc toute la famille des Actinadia, et les fameuses azimines, qui sont un fruit extrêmement riche et extrêmement nourrissant, et toutes les baies, et toutes les... En hiver, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pousse bien? Les coins non astringents, les aromates Naya qui sont absolument fabuleux. Voilà, j'oublie. Mais il y en a des fruits en hiver. Je veux dire, le problème c'est qu'on a créé une désertification. Là, j'ai pas ça en tête là directement, mais en hiver, tu vas en avoir des fruits. Tu vas avoir des fruits de conservation. Les kakis, tu devrais pouvoir en avoir encore là début mars. Nous, on les a terminés il n'y a pas longtemps, mais si tu te débrouilles bien, les kakis, tu en gardes jusqu'à début mars au niveau production. Avec des serres froides, on arrive à faire passer pas mal de choses. Donc là, pour moi, c'est un faux problème. C'est juste qu'on veut camper sur nos positions. Ah ouais, moi je mange local, donc je mange pas cru. Manger cru, c'est possible. Après, la solution, c'est peut-être aussi d'intégrer une petite partie de produits cuits en restant dans le végétal. Ça peut être vraiment une solution. La solution aussi, ça peut être en hiver de consommer un peu plus de verdure, un peu moins de fruits, et puis de compenser en été en consommant un peu plus de fruits et un peu moins de verdure, et au besoin en hiver en ayant verdure, des fruits, et puis un peu de glucides sous forme cuite, des racines, des légumes racines, des carottes, des navets, des panais, des tubercules comme le topinambour, comme l'okra, comme voilà, que tu vas consommer cuit, légèrement cuit, ou cru, mais cru, la cellulose elle peut être un petit peu indigeste. Comment faire pour sortir des pommes et des poires? C'est pas très compliqué. Puis tu sais, moi un truc que je vois bien, pendant l'hiver, il y a un truc qui est excellent, c'est rien qu'avec des pommes et des poires, si tu as des fruits secs à côté, que tu as divers fruits secs, des prunes, des myrtilles, des framboises, des fraises, des pêches, des abricots secs, des figues sèches, enfin voilà, t'en passes un certain nombre, tu les mets à réhydrater, et puis après tu les mixes avec de la pomme, et chaque jour tu changes de goût, tu mets une petite épice, chaque jour tu changes de goût, si tant est qu'il faille changer de goût, mais bon, chaque jour tu changes de goût, donc franchement c'est pas un souci pour moi, là pour moi c'est un faux problème encore une fois qu'on
qu'on nous sort, qu'on nous brandit pour éviter d'être imaginatif et créatif. Puis c'est surtout qu'il y a des tas d'espèces résistantes au froid qu'il faut aller chercher. J'ai fait cette vidéo avec Eric, parce qu'Eric, Eric Escoffier en parle beaucoup dans ses cours. Moi j'ai plus mes listings là, puis j'ai pas ça en tête là ce matin, mais le nombre de baies, les amélanches, les... qu'est-ce qu'on a planté? Je réfléchis à qu'est-ce qu'on a planté récemment. Il y a toutes les... Aereotria japonica, donc le néflier du Japon par exemple, qui passe très très bien sous ces climats-là. Toute la famille du kiwi est extraordinaire, kiwi est vraiment extraordinaire. Donc non, pour moi là c'est encore un faux problème. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on te disait ah bah ouais mais les supermarchés sont pleins de produits transformés, c'est juste pas possible de manger cru parce qu'il n'y a pas de produits crus dans les supermarchés. Non mais il s'agit de modifier nos modes de production, modifier notre... C'est là où nos choix individuels influencent nos choix collectifs. C'est-à-dire que si de plus en plus de gens commencent à manger cru et à s'orienter massivement vers le végétal, au lieu de fonctionner sur 2-3 produits qui sont juste inappropriés à la nutrition humaine, c'est-à-dire les produits animaux en grande quantité, mais même les produits animaux globalement, les céréales et les produits laitiers, mais si on arrêtait de fonctionner sur des produits qui ne sont pas adaptés, alors qu'ils sont certes pratiques, c'est pratique parce que ça se conserve pendant des années, ça c'est un mauvais signe, donc c'est pratique. Non mais attends, est-ce que c'est consommable? Est-ce que c'est comestible? Est-ce que c'est adapté à notre nutrition? Non. Alors, on va faire en sorte d'avoir une nutrition adaptée, c'est-à-dire pléthore de plantes sauvages, pléthore de fruits de conservation, un petit peu de racines au besoin pour passer l'hiver, des châtaignes, et on va relancer toutes ces filières de production. Et c'est là où vraiment on peut jouer un rôle essentiel, en tant que force de changement. Le changement il est individuel, il impacte le changement collectif. C'est très très important pour moi tout ça. Bonjour Thierry, mon mari, alors c'est une question de Vesque, Marie-Jo, pardon. Bonjour Thierry, mon mari a une hémochromatose génétique pas encore très élevée, mais que faire? Il a nettoyé son foie, mange bio et équilibré. L'homéopathe prévoit des saignées, que penses-tu? Doit-on apporter autre chose sur le plan alimentaire? Alors hémochromatose c'est génétique, c'est trop de fer qui passe dans le sang. Allons bon, trop de fer passe dans le sang et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le vide de son sang, tout va bien, on pratique la saignée. Alors la saignée n'a jamais été une solution. Au mieux, ça peut être un remède d'urgence, une béquille d'urgence en cas de souci. Mais bon, voilà, pratiquer la saignée maintenant, c'est vraiment avoir une piètre connaissance de la physiologie. C'est-à-dire, on vide de temps en temps parce que quelque part, on a renoncé à lutter. On dit, ok, c'est comme ça. Hein. Le fer, il passe dans le sang. C'est comme ça. Et puis on a fini de lutter. Non, mais attends. Génétique, tu le prends, tu le vires. D'accord? Ça, c'est mot qui n'a aucun sens. Mot creux. Génétique, bah, viré. Donc c'est dégagé. Hémochromatose. Il a nettoyé son foie. C'est chouette, mais d'après moi, c'est pas du tout le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de fer qui passe dans le sang? Parce que il y a trop de fer qui passe dans le sang. Ah oui, non, mais il passe par où? Il passe par où le fer? Il passe par la barrière intestinale, il passe par la muqueuse intestinale. Pourquoi est-ce qu'il y a une aberration dans l'assimilation de fer au niveau du sang? D'abord et avant tout certainement parce qu'il y a une dysbiose intestinale, il y a un déséquilibre intestinal, une inflammation, une aberration dans la transmission, et c'est certainement la première des raisons d'une hémochromatose. Donc la première des choses que je ferai, après peut-être qu'il faut aller creuser plus loin, je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Vous savez, des fois c'est marrant parce que... je vous prie quand vous envoyez des questions, c'est pas des moqueries, mais moi ça me surprend déjà, de beaucoup. Alors pour les questions, je précise maintenant, il y a une FAQ, il y a une foire aux questions, toutes vos questions qui sont répondues, qui va être enrichie de plus en plus. On va vous renvoyer systématiquement vers ça, parce qu'actuellement des questions, on en a beaucoup, et l'équipe commence à être fatiguée physiquement, parce que c'est beaucoup à tenir, beaucoup de projets à la fois. Donc on va faire en sorte d'automatiser aussi un petit peu ça, et de responsabiliser, et d'individualiser les recherches. Mais, tiens, il était où? Moi, il y a un Toulouse. Je ne sais plus de quoi je voulais parler. Dommage. Bon, en tout cas, hémochromatose, passage, il y a vraiment un trou. Ah, pour le coup, je commence à être fatigué. Hémochromatose, donc, ouais, passage dans le sang. Chaque fois qu'on a un problème, finalement, de formulation sanguine qui reçoit trop ou
pas assez, immédiatement il faut penser barrière intestinale. C'est le filtre sélectif, celui qui va retenir, qui va permettre de faire passer. Et donc ça se commence à ce niveau-là. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs après. Et ce que je voulais dire, voilà, ça va échapper, c'est que commence par ta barrière intestinale. Si j'étais à ta place, plouf, plouf, je commencerai par ma barrière intestinale. Puis si ça ne suffit pas, j'irai chercher plus avant. Mais avec le peu d'informations qu'il y a là, voilà moi ce que je pourrais te dire. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que des fois, on nous envoie des questions. Ah voilà, j'ai ça et j'ai trop de vitamine D. Ça vient de quoi? Et on n'est pas Madame Irma. Je suis pas Madame Irma. Je regarde pas dans ma boule de cristal, je vois un foie qui est trop distendu et tout. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Un examen clinique, ça se construit. C'est pour ça que dans ces vidéos, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre la capacité à faire par vous-même un examen clinique, parce qu'un examen clinique ça prend du temps, il faut être devant la personne, il faut la regarder, il faut la sentir, il faut être en empathie, il faut voir rentrer dans la relation avec elle, rentrer, l'écouter, écouter le son de sa voix, regarder sa posture, regarder ses tics, ses manies et observer à partir de tout ça. C'est une science de l'amour de l'autre, c'est une science de l'écoute et de l'amour de l'autre et de soi-même en priorité. Donc dans l'état de ce que tu me dis, la Marie-Jo, hémochromatose génétique, tu vires, hémochromatose, j'irai voir la barrière intestinale avant tout, restaurer ça, désenflammer, alcaliniser, passer des litres et des litres et des litres de jus vert et de fruits alcalinisants, passer du psyllium, du balai intestinal, nettoyer tout ça, lavement, irrigation et ainsi de suite. Question de Gwen. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour ce travail de fourmi régénéreuse. Excellent. Une question sur les éventuelles précautions ou les conseils particuliers si on n'a qu'un seul rein et qu'on envisage un passage en crue. Un rein qui fonctionne bien après quelques craintes par la 3e grossesse. J'ai bientôt 40 ans, je suis en surpoids, 1m60, 72 kg. Question bonus. Suis-je plus concerné par la fatigue surrénale? Un seul rein plus gros qui travaille pour deux, découvert il y a 10 ans quand j'ai fait une colique néphrétique. Ouais, alors, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand on a un rein en moins, alors qu'il y ait eu une ablation ou qu'il y ait eu une malformation, la plupart du temps, il n'y a pas de surrénal. S'il n'y a pas de surrénal, ça veut dire que l'autre va devoir prendre le relais et faire plus d'efforts. Donc, oui, tu es plus concerné potentiellement par la fatigue surrénale. Tout dépend de la capacité de celle qui reste, mais tu es plus concerné par la fatigue surrénale. Est-ce qu'il y a des précautions ou des conseils particuliers? Alors, bon, après, moi, je vais te dire, hein, j'ai vu des gens qui avaient qu'un seul rein qui filtraient beaucoup mieux que des gens qui avaient deux reins et qui avaient les reins complètement bouchés au niveau du néphron. Donc, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Moi, je vais dire non. Tu peux vérifier ta tension. Si tu n'as pas une tension, tu as la tension diastolique, c'est la tension basse qui est énormément élevée. C'est-à-dire que si tu as une tension basse, le chiffre qui est en bas, qui est pas au-dessus de 7, ça veut dire que ça filtre bien au niveau des reins. Ta créatinine qui est pas trop élevée, ça veut dire que ça filtre bien au niveau des reins. Donc pas de précautions particulières. Et puis bon, tu envisages un passage au cru, eh ben fais un passage au cru. C'est-à-dire vas-y progressivement et tu vois comment ça se passe. Après, il est certain que soutenir les reins avec des mélanges de plantes pour les reins, pour la lymphe, ça serait une très 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 bonne idée. Je pense que vraiment ça peut soutenir énormément. Mais mis à part ça, ouais, tu prends le mélange lymphe et rein de chez ABC et puis voilà, c'est réglé. C'est vraiment réglé. De toute façon, dans tous les cas, moi je conseille vraiment l'utilisation de ces plantes parce que j'ai vu avec et j'ai vu sans. Et d'ailleurs, si on a fait ces formulations, c'est pas pour juste passer du temps et avoir mon nom sur les étiquettes. Hein. C'est absolument pas ça. C'est vraiment parce qu'il y avait un manque et que je voulais des mélanges de plantes qui puissent permettre, faciliter, accompagner, rendre confortable la détoxination. Donc là, pour soutenir le rein, voilà moi vers quoi j'irai, mais je ne m'inquiéterai pas plus que ça. Question de Rémi. Cela fait 2 fois qu'à la suite d'un jeûne de 3 jours, lorsque je recommence à manger, jus de carotte, épinards, pommes ou banane, j'ai un gonflement des glandes sous-maxillaires, glandes salivaires. Ce n'est pas douloureux mais assez gênant. Elle diminue au bout de 3 heures environ. Aussi, j'aimerais savoir si tu as une idée. Bon. Si c'est les glandes sous-maxillaires, je ne sais pas. Je pensais que peut-être je ne buvais pas assez d'eau pendant le jeûne, ce qui peut déclencher un problème d'hydratation. Lorsque je recommence à manger, les glandes s'enflamment car elles ont du mal à produire de la salive. Ou alors une allergie. Non, laisse tomber l'allergie. Ou encore un calcul. Non. Mais cette dernière option me paraît peu probable car cela n'arrive qu'après un jeûne.
Ouais, alors est-ce que c'est vraiment les glandes salivaires ou est-ce que c'est des ganglions? Ce que je sais, c'est que quand on coupe un jeûne et qu'on passe à la phase de réalimentation, ben, c'est là où on est au maximum d'élimination. Et ça d'ailleurs, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Comment ça se fait qu'on soit au maximum d'élimination quand on passe en demi-jeûne ou en réalimentation? C'est parce que nous sommes tellement épuisés, chroniques, que nous avons besoin de stimulation, nous sommes tellement privés chroniquement de minéraux, eh ben, que nous sommes émonctoires, que nos organes d'élimination ne peuvent pas fonctionner. Et donc c'est pour ça que pour moi les jeûnes longs, pour la plupart d'entre nous, sont complètement inappropriés parce qu'on n'a pas la ressource pour mener à bien les détoxinations. Donc, jeûne long à oublier. Donc, est-ce que c'est vraiment si c'est les glandes salivaires, je ne sais pas. Si c'est des ganglions qui sont là-dessous, parce qu'il y a énormément de ganglions, si c'est une zone très très ganglionnaire, moi je dirais, voilà, c'est une stagnation à cet endroit-là parce qu'il y a une relance de l'élimination. Voilà ce que je pourrais voir. Voilà Rémi, j'espère que ça répondra à ta question. Je n'ai pas plus d'idées que ça, il faudrait observer. Mais glandes salivaires, bon après si ça disparaît au bout de 3 heures, tu sais, il y a toujours pareil. Tout corps laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de mécanismes qu'on appelle des processus régulateurs. Voilà, les processus régulateurs, souvent, on me dit ouais mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fiche de pourquoi sans cesse. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. On va donner une réponse, mais si cette réponse est un leurre, tu vois, on va te dire pourquoi, tu vas te donner une réponse, si c'est faux, ça n'a aucun intérêt. Alors on va être rassuré, on va dire, ah, maintenant, je sais. Ouais, mais ça c'est la boîte à poux, ça c'est la boîte à poux qui se satisfait elle-même. Mais je sais, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, question de Jean. En transition crue depuis 4 mois et actuellement 90% de jus et solide plus plante ABC, les 4 fantastiques depuis un mois. Avec Marie-Christine, nous avons commencé à prendre le psyllium, donc j'imagine que Marie-Christine est ta compagne, mais quelques jours après, de gros problèmes d'intestin sont apparus. Ah, douleur, constipation et ballonnement. Nous avons interrompu puis repris un mois après en associant le balai intestinal, même résultat. Nous avons alors décidé d'arrêter un bon moment, le temps peut-être que la détox fasse son travail, qu'en penses-tu? Connais-tu des cas d'intolérance au psyllium? Non. Aurais-tu l'explication? Peut-être est-ce dû à un trop grand encrassement de nos intestins? Alors, il y a deux possibilités. La première que je vois, moi, qui me vient spontanément à l'esprit, c'est est-ce que vous avez pris assez d'eau avec le psyllium? Il faut prendre vraiment beaucoup d'eau avec le psyllium. Je dirais l'équivalent, au moins 33 centilitres d'eau pour l'équivalent d'une cuillère à soupe de psyllium. Au moins. Et plus, c'est pas plus mal. Il faut prendre vraiment beaucoup d'eau, sinon ça va faire des bouchons. Donc première possibilité, est-ce que vous avez pris assez d'eau en même temps que le psyllium? Moi ce que je conseille, pour qu'on soit sûr de ne pas se planter, c'est on prend une cuillère, par exemple on commence par une cuillère à café, on commence tout doux, puis après on augmente progressivement. Mais on prend sa cuillère, on la met dans de l'eau, et on laisse gonfler. Comme ça on va voir la structure que ça va prendre. Et il faut vraiment que ça soit semi-liquide, au moins semi-liquide, si ce n'est liquide. Mais sinon, parce que ça va faire un bouchon compact dans les intestins. Donc attention à ça, suffisamment d'eau. Deuxièmement, alors il est possible, dans de rares cas, que les personnes aient vraiment des strictions au niveau des intestins et que le psyllium, s'il n'est pas pris vraiment très liquide, crée un bouchon. C'est très rare. C'est très rare, mais ça voudrait dire que tu as une striction massive des intestins. Sinon, non, il n'y a pas de cas d'intolérance au psyllium. Le psyllium est un fabuleux balai intestinal que je recommande par-dessus tout. Trop grand encrassement des intestins, commence à petite dose. En fait, moi, ce que je te dirais, c'est commence à petite dose. Tu te prends une cuillère à café rase avec beaucoup d'eau. Et puis, vois ce que ça donne. Mais avec beaucoup d'eau. Tu prends 25 centilitres d'eau avec ta cuillère à café rase. Et puis, c'est parti. Mais non, il n'y a pas d'intolérance au psyllium. Le psyllium est totalement neutre, il est doux, il n'irrite pas les intestins. Il absorbe les toxines, c'est une aide fabuleuse, il va en complément du balai intestinal. Pour moi, c'est assez incontournable, voire une panacée. Alors, question de Miss Terre, 47. Voilà, j'ai pas ton prénom. J'avais regardé, bonjour Thierry, j'avais regardé une de tes anciennes vidéos qui prônait les graisses le soir, et depuis j'ai suivi ce schéma à la lettre comme un mouton. Oula, j'aimerais bien ça. J'ai découvert avec effroi que finalement ce n'était pas du tout la bonne voie, que les graisses et protéines venaient entre 11h et 11h30 du matin. Alors non, entre 11h et 11h30, tu crois qu'on n'a qu'une demi-heure dans la journée pour assimiler? Là, ça c'est intellect. On va reprendre tout ça. Pour que le corps puisse en bénéficier vers 16-17h. Non, ça c'est pipeau. Ce que j'ai dit et que j'ai toujours dit,
c'est que traditionnellement, les crudivores mangent des fruits la journée et des salades et des produits un peu plus gras le soir. Que physiologiquement parlant, ça serait plus adapté de faire le contraire. Mais que émotionnellement parlant, la plupart des gens choisissent de faire ça. Après, il n'y a pas de règle. La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Attention, dire on assimile des graisses entre 11h, enfin il faut manger entre 11h et 11h30 des graisses, c'est juste folie. Dire, la nutrition humaine, elle est beaucoup plus basée sur l'intuition. Revenez à l'intuition, revenez au ressenti, revenez au corps, à l'olfaction, à la gustation. On va faire une série de vidéos là-dessus. Je vais essayer de demander à un ami s'il ferait une série de vidéos avec moi là-dessus, parce que voilà, moi j'ai quand même une base, ma base de pratique du crudivorisme, c'est la pratique instinctive, et pour moi cette base-là, elle est incontournable, et je me rends compte que je la transmets peut-être pas assez. Je ne comprends pas pourquoi, par la suite, lorsque j'ai voulu me renseigner plus en détail sur le site, je suis tombé sur débuter de l'alimentation physiologique, et il est écrit des salades et verdures à midi, et le soir de même avec ou sans graisse. J'ai toujours trouvé cela étrange que le meilleur moment pour les graisses soit le soir, mais je t'avais suivi sans problème en mangeant des fruits et salades la journée. Ma famille commence à être convaincue de ce mode d'alimentation qui était absolument rejeté au début de ma découverte du cru. Ma maman commence à s'y intéresser et me demande de lui envoyer des menus par mail pour commencer. Pour le soir, alors il faut manger des fruits. Il faut manger ce qui te convient. Nous avons des besoins différents. Les besoins émotionnels et les besoins physiologiques sont à considérer les deux. Et il y a des personnes pour qui le respect du besoin physiologique est primordial, c'est-à-dire des personnes pour qui manger des fruits le soir va être essentiel, parce que sinon ils vont avoir faim pendant la nuit, parce que sinon ils vont être lourds, ils vont avoir des difficultés à digérer. Il y en a pour qui c'est pas essentiel, et par contre les besoins émotionnels priment. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Sachant que les poivrons et les courgettes sont considérés comme des fruits, puis-je les intégrer à son menu pour le soir, accompagnant de sauce de tomate. Désolé, peut-être suis-je idiote. Non, t'es pas idiote. Je pense que t'es pas idiote du tout. Au contraire, tu es quelqu'un qui est qualifié de très intelligent. Et là est la difficulté. Ouais. Légumes, fruits, légumes. Enfin, je veux dire, l'idée quelque part, globalement. Il faut vraiment, on nous a appris à aller dans les détails. Mais le détail, on s'en contrebalance. Le détail, c'est chacun qui va le faire par rapport à son ressenti. L'idée maîtresse, c'est que le potentiel digestif du corps est maximal en milieu de journée. Que la plupart des synthèses d'acides aminés, des choses comme ça, se font en milieu de journée ou en deuxième partie de journée. Donc, c'est plutôt au moment de midi qu'on va manger des choses un peu plus lourdes. Mais en même temps, je vais te dire, et c'est pour ça que les logiques, elles s'affrontent. Tu es en plein travail de force ou en exercice physique toute la journée. Tu vas pas prendre quelque chose de lourd qui va impacter ta digestion, parce qu'à ce moment-là, tu vas perdre de l'énergie, perdre de ta force. Donc à ce moment-là, tu vas te dire, ah non, mais pendant la journée, je mange des fruits, et le soir, ben, je mange un peu plus lourd. Bon, alors ton sommeil sera un peu impacté. Bon, mais tu manges tôt. Quand tu as fini ta journée de travail, tu t'arrêtes à 6h, à 6h30, mais tu manges à ce moment-là. Et à ce moment-là, ta digestion, 4 heures après, 3 heures après, elle est faite. Donc, je crois que c'est des faux problèmes, tout ça. C'est autant de cas individuels. Savoir s'il faut manger des courgettes parce que c'est des légumes fruits, parce qu'il faut manger des fruits le soir. Je veux dire, le soir, globalement, il est bon, surtout pour les personnes qui ont un faible potentiel digestif, un sommeil léger et difficile, un foie qui rame un petit peu, ben, il est bon de manger léger. En même temps, le midi, il y a des gens qui n'ont pas envie de manger lourd. Et puis peut-être qu'il ne faut jamais manger lourd. Vous savez, on s'obsède avec les graisses, avec les protéines. Je vais dire, faut le prendre cool. La chose qu'il nous faut, c'est des acides aminés, des acides gras. Ça, il y en a dans les feuilles, il y en a dans les fruits. Et franchement, un régime basé sur les feuilles et les fruits est excellent. Un peu de produits gras de temps en temps, produits gras concentrés, on va dire, donc avocat, enfin fortement gras, avocat, un peu de, ça c'est pas locavore, mais un peu de durian. J'ai eu la chance d'avoir le nez et la bouche sur une barquette de durian, un très bon durian d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé des aussi bons là, depuis l'Indonésie. Un bon durian sauvage. Ok, c'est pas locavore, mais alors. Bon, je suis vorace de ça. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de plan fixe. Alors, un jour, on va dire ça. Et c'est pour ça que on ne peut pas fonctionner
en ayant quelqu'un qui te dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il y a des forums, je sais, où on te dit il faut que tu manges tant de trucs à midi, il faut que tu manges tant de trucs le soir, il faut que tu manges tant de salades le soir. Mais ça veut rien dire, ça dépend de ta physiologie, ça dépend de où tu en es. Ce qui est important, c'est d'avoir des règles de compréhension globale de comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, chacun fait ses choix. Ta maman, si elle a un faible potentiel digestif, si elle a un sommeil qui est plutôt léger, eh ben, le soir tu lui donnes des sucres pour la calmer. Les sucres ça calme beaucoup. Et tu lui donnes plutôt des salades, des celluloses, un petit peu de gras vers le midi. Tu essayes comme ça pour voir comment ça se passe. Surtout, en fait, ça sera valable ça surtout pour les gens qui sont peu actifs. Les gens qui sont très actifs pendant la journée, en fait, moi je leur recommande tout simplement une chose très très simple, c'est le monoaliment. Pour moi, la priorité, le mode de fonctionnement idéal pour l'être humain, et d'ailleurs à titre personnel c'est celui que je pratique instinctivement, c'est le monoaliment. C'est-à-dire régulièrement dans la journée, toutes les 2-3 heures, on prend un aliment qui nous attire, des fruits, des légumes, on choisit en fonction de ce que nous dit notre ressenti, fruits gras, légumes, et on fonctionne comme ça, mono-aliment, digestion, bam, direct. C'est un petit peu ce que prônait mon ami Dominique Guyot, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui avait fait pas mal de travail de recherche excellent là-dessus, qui a écrit un livre qui s'appelle Alimentation instinctive raisonnée, qui est un très très beau livre, et qui pose ça de manière très... Alors lui, cadre ça de manière très, très, très rigoureuse, mais c'est vraiment une bonne source d'inspiration, et... l'important là-dedans, c'est de simplifier les processus digestifs et revenir beaucoup plus à notre intuition. Vous vous rendez compte à quel point on est perdu, on n'a plus d'intuition et on ne sait plus quoi manger, on se demande si les légumes fruits c'est bon pour le soir ou pas. Vraiment, pour ta maman, globalement, si elle est sédentaire et qu'elle a un potentiel digestif moyen, parce qu'il y a plutôt le plus lourd à midi, si tant est qu'il faille du lourd, et plutôt des fruits le soir, plutôt. Voilà, globalement, c'est cette idée. Mais surtout, c'est à elle de réguler. Hein, c'est à elle de réguler, de faire son l'équilibre. Maladie respiratoire et cortisol. Oh, ça, on en a parlé dans les inflammations. Je regarde. Donc, ta maman, c'est Émilie. Ta maman comprend la réaction de son corps face à l'absorption de cortisol prescrit dans le cadre de sa pathologie, également comment favoriser l'élimination des toxines inhérentes grâce aux jus et aux plantes. Elle a contracté, déclenché une BOOP, c'est-à-dire une pneumopathie organisée qui se traduit par une obstruction des espaces aériens distaux, alvéoles, canaux, par un tissu de grenouille. En fin d'année, elle a été admise aux urgences avec de grosses difficultés respiratoires, donc elle était chargée, gavée de toxines au niveau des poumons. Elle respirait à l'aide d'une machine à oxygène. Au final, le pneumologue lui a diagnostiqué une BOOP, et elle est sous traitement de cortisone depuis décembre. Donc cortisone empêche toutes les réactions d'élimination, d'inflammation au niveau du corps, ok. Elle suit un régime strict sans sel et quasi sans sucre pour éviter de gonfler. Malheureusement, malgré tous ses efforts, elle gonfle. Ben oui, parce que la cortisone, c'est extrêmement acidifiant pour le corps. Ça bloque d'ailleurs tous les processus assimilatifs. C'est voir la vidéo sur l'inflammation. Je voudrais savoir ce que tu penses de tout ça, d'où ça vient. Si elle génère des œdèmes ou de la graisse, je pense que la cortisone génère les deux, ben je suis d'accord avec toi. Œdème et graisse. Œdème pour diluer la cortisone, pour diluer aussi les toxines qui sont empêchées de sortir par tous ces corticoïdes et qui empêchent les réactions d'élimination normale du corps. Enfin, ce que tu préconiserais en plantes et en jus pour aider à soutenir les émonctoires. Ah ben les jus, c'est simple, hein. Tous les jus qui vont favoriser l'élimination dans les voies aériennes. Alors, jus de légumes, hein, globalement, avec quelques fruits. Tu peux y inclure progressivement du radis noir, en plus dans tes jus de légumes, focaliser là-dessus. Radis noir, tu peux y inclure la famille des crucifères, qui va être excellente, mais doucement, un peu de chou rouge, un peu de chou vert, tu testes, qui vont nettoyer les intestins. Et au niveau des plantes, poumons, moi ce que je prendrais c'est poumons et bronches, et puis toutes les 4 fantastiques pour éliminer par le bas, dériver vers d'autres émonctoires, et en même temps favoriser l'expectoration. Tous les corticoïdes à ce niveau-là vont empêcher, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a une cocotte minute qui est pleine de mucus, hein, le couvercle veut sauter, puis qu'est-ce qu'on fait? On presse. Et puis la pression augmente, on presse encore plus fort avec des corticoïdes, et on presse encore plus fort, et encore presse encore. Il y a un moment où la casserole, elle va péter de toutes les façons, de toutes les manières. Donc il est temps de lancer, alors là dans ces cas-là, un sevrage progressif. Si j'étais à sa place, je me lancerais dans un sevrage progressif des corticoïdes, progressif, parce que quelque part la charge toxémique est élevée, donc il s'agit d'y aller doucement parce que sinon elle va s'étouffer sous ses propres mucus, favoriser finalement la fluidification des mucus. Là aussi, l'utilisation d'un bol d'air Jacquier, si vous pouvez vous le permettre, c'est certainement une très très bonne option.
Et puis voilà, favoriser tout ce qui va fluidifier ces mucus, au contraire de tous les produits qui sont des bronchodilatateurs et des fixateurs de mucus et qui vont empêcher l'expectoration normale. Donc elle va tousser, donc elle va cracher, elle va sortir du mucus certainement. Des massages d'huile de ricin par exemple sur la poitrine, des cataplasmes d'huile de ricin sur la poitrine serait certainement une très 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 bonne idée. Peut-être même des cataplasmes d'argile au niveau de la poitrine, hein, pour absorber finalement l'argile légèrement chauffée au niveau de la poitrine, pour absorber tout le phénomène de congestion. Et ça serait une très très bonne idée d'après moi. Voilà, et permettre enfin doucement que ce qui a été retenu ressorte, mais il faut y aller progressivement. Alors, question, arrêt de la pilule et acné. Guillaume. Voilà ma question. Depuis qu'elle a arrêté la pilule contraceptive et qu'elle a remplacé par un stérilet en cuivre, mon épouse a de la rosacée et des poussées d'acné très marquées sur le visage. Quelle était son explication de ce phénomène? La pilule, c'est souvent beaucoup de progestérone et d'ostrogène. Elle arrête ce bombardage. D'après moi, elle est en dominance oestrogénique, parce que la pilule, elle lui a apporté la progestérone pour rééquilibrer tout ça. Le fait de prendre la pilule, ça a complètement déséquilibré le système endocrinien. Et donc, là, elle est en déficit progestérique. Donc, inflammation. Voilà un petit peu ce que je vois. Rosacée et poussée d'acné. Là, c'est juste des réactions d'élimination. La rosacée, ça traduit l'acidose. Et les poussées d'acné, ça traduit des réactions d'élimination. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pilule, ça met un désordre, je cherchais un mot qui soit un mot acceptable, ça met un désordre dans le système endocrinien qu'on ne peut imaginer. D'ailleurs que personne ne pourra vous expliquer. Alors là, je pourrais me lancer dans des explications savantes en faisant mon maître hibou là, ou mon maître capello. Oui, alors c'est l'estradiol qui est déséquilibré par rapport à la testostérone et aux oestrogènes et tout, mais on s'en fout parce qu'en fait on n'en sait pas grand chose. Ce que je sais, c'est qu'il y a un déséquilibre endocrinien majeur. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense qu'il y a derrière ça une histoire d'hormones et de glandes surrénales, absolument. Mais j'aimerais bien comprendre les mécanismes afin qu'on puisse résoudre le problème. Moi, ce que je ferais déjà, c'est que je ferais un gros chouchoutage des glandes surrénales. Chouchouter les surrénales, le SMS, soleil, massage sommeil. J'utiliserai le mélange féminine pour rééquilibrer tout ça. J'utiliserai pas mal de phytoestrogènes. Peut-être j'essayerai le YAM, les choses comme ça, pour voir si ça a une bonne réaction. Si les glandes surrénales sont suffisamment costaudes, si elles ne sont pas trop épuisées, avec des phytoestrogènes, ça peut permettre de produire des phytoprogestériques, pardon, pas des phytoestrogènes, des phytoprogestériques, comme le YAM, ça peut permettre de relancer la production de progestérone. Si les glandes surrénales sont épuisées, vous savez, la ménopause, souvent on dit, ouais, la ménopause. La ménopause, c'est un effondrement surrénalien et ovarien. C'est juste ça. C'est ce qui fait que certaines femmes ont la ménopause à 40 ans, d'autres à 30 ans. Et on va avoir des femmes ménopausées à 20 ans bientôt, parce qu'en fait, la ménopause, c'est pas quelque chose d'inéluctable, c'est juste le témoignage d'un effondrement hormonal. Et la preuve, par exemple, des personnes qui étaient en ménopause à 40 ans, qui se lancent dans un régime cru à 48 ans et qui retrouvent des règles, qui sont à nouveau réglées. Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose qui est programmé génétiquement dans l'individu, mais ce n'est qu'un affaiblissement, qu'un épuisement qui se produit. Donc, pour info, nous sommes au quasi cru depuis plus de 6 mois, super, fruits et légumes à volonté, plus un jus de légumes de 35 centilitres par jour, moi j'en mettrai plus, encore un peu de légumes et vapeur et très peu de pseudo-céréales, arrêt des produits laitiers depuis 2 ans, voilà, ça c'est top, arrêt du gluten depuis 1 an, elle a également la peau sèche, la sécheresse vaginale, donc acidose, moi j'augmenterai les jus de légumes, j'augmenterai massivement les jus de légumes, je viserai le renforcement du système endocrinien, je prendrai les plantes système endocrinien, glandes surrénales, féminines, moi je bazarderai avec les 3, vraiment avec des plantes adaptogènes qui vont renforcer tout ça, relancer ça, peut-être essayer le YAM, des phytoprogestériques et des phytoestrogènes pour renforcer un petit peu la production hormonale au niveau des glandes surrénales et des gonades, mais globalement, alors, bon, ce qui se passe souvent, si elle est jeune, si tu veux, tu as la supplémentation hormonale par la pilule. Tu coupes ça, finalement le corps s'est habitué à ne plus produire d'hormones ou à en produire moins. D'un seul coup, pouf, il y a un gros vide. Si on lui donne les bonnes conditions, il va repartir de plus belle. Donc si on lui donne les bonnes conditions, du repos et tout, moi je ne serais pas inquiet, ça va redémarrer. Question bébé sous antibiotiques et cortisone. Question de Florine. Mais arrêtez quoi, pitié pour les bébés.
Carmen a 10 mois, il y a quelques mois elle a eu des symptômes de bronchite, on l'a mise sous antibiotiques puis sous cortisone. Les symptômes ont presque disparu. Cependant, elle a maintenant des boutons autour de la bouche, sur ses bras, jambes, sur le dos. Elle n'est pas en grande forme. Le médecin dit que c'est peut-être la gale et elle le remet sous antibiotiques. Qu'en dis-tu? J'en dis-tu qu'on est en train de sacrifier un gamin. C'est que ça voulait sortir, on l'a empêché, on lui a donné des antibiotiques, ça veut sortir par ailleurs. Tu sais, c'est... tu bouges quelque part, ça sort par ailleurs, quoi. Et puis tu bouges ailleurs, hop, ça sort encore par ailleurs. Et puis chaque fois on renforce et on empêche. On est une civilisation de la non-sensibilité. On est désensibilisé, on est coupé de toute sensibilité, coupé de toute manifestation. Faut pas un bouton, faut rien qui... Tu sais, moi ça me rappelle, là, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, là, puis il y a quelqu'un qui m'envoie un message en disant « Ouais, pour un crudivore, t'as pas une belle peau, t'as un bouton. » Alors il faudrait que je me cache, que je fasse pas de vidéo quand j'ai un bouton, que je sois toujours... glamour et sexy avec la peau qui brille, mais vous savez, je peux me faire un studio avec des éclairages pas possibles et tout, et je préfère arriver cash et vous dire, mais moi aussi j'ai des moments d'élimination, des moments où je dors pas assez, des moments où je suis en acidose parce que je suis tendu, stressé, des moments où je mange trop, des moments où je mélange, des moments où je fais des essais, des moments... Voilà, ça sort, je suis un être sensible, vivant, je suis pas insensibilisé, je suis pas tout froid, je suis chaud, je suis bouillant, je suis vivant, et ça c'est bon. Et faire sortir les produits, avoir une bronchite, c'est un bon signe pour un bébé. Un bébé qui fait une bronchite, c'est bon signe relativement, enfin c'est bon signe. Dans le monde idéal, il n'y aurait pas de bronchite. Mais le problème, c'est qu'on leur donne tellement de produits inappropriés, en particulier les produits laitiers, qui sont un poison massif et majeur. On ne le dira jamais assez. C'est juste inapproprié pour l'alimentation humaine. C'est un poison. Les produits laitiers sont un poison pour l'humain. C'est tout. Les produits laitiers sont un poison pour l'humain. Les produits céréaliers, particulièrement à base de gluten, sont un poison pour l'humain. Point barre. Donc, le fait que son corps fasse tout ce qu'il peut pour le faire sortir, c'est idéal. On le met sous cortisone, on le met sous antibio, ça va être de pire en pire. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Elle a des boutons autour de la bouche, sur les bras, jambes et sur le dos. Elle a 10 mois. Ah, c'est le temps de la diversification. On commence à lui donner des fruits, des choses comme ça. Ça va sortir, mais c'est pas grave. Permettez-lui de faire sortir. Acceptons un tout petit peu. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas un petit peu de désagrément, qu'on a appelé le symptôme, et qui pour moi est le chemin de la repentance. Et je vous dis toujours, moi, dans ma vision, finalement, l'homéostasie, la capacité du corps à revenir soi-même à l'état d'équilibre, eh bien, c'est la plus grande manifestation de la grâce de Dieu, finalement, sur Terre. C'est-à-dire que nos erreurs nous sont remises. Nos erreurs passées, eh bien, on n'a pas à supporter le coup. Et on pourrait se faire des lésions et être condamné à ces lésions à vie. Hein, on se coupe quelque part, ça reste coupé à vie. Et pourtant, non, ça guérit. Ça, c'est la grâce. Mais la grâce, pour obtenir la grâce, il faut quelque chose de préalable. Le quelque chose de préalable, on appelle ça la repentance. C'est-à-dire prendre conscience de ses erreurs, les assumer avec humilité, les voir et dire « Ok, là, je me suis planté ». Et bien, quelque part, le symptôme, c'est la repentance. Et nous avons développé toute une science anti-repentance. Nous avons développé toute une science qui nous empêche d'évoluer. Le symptôme, c'est la chance d'évoluer. C'est l'appel qui est la possibilité absolue d'évoluer. Mais vive le symptôme, vive la manifestation, vive les êtres sensibles, vive les êtres qui sortent des boutons, chez qui ça sort, qui sont vivants, qui pleurent, qui chialent, qui rient, qui sentent mauvais. Vive ça, vive les êtres en vie, et pas un monde aseptisé, pas un monde tout pâle, tout gris, tout blanc, tout conforme, tout carré. Mais c'est pas ça la vie. La vie, elle est diverse, elle est joyeuse, voilà. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Un bébé comme ça, il faut lui laisser sortir ses boutons, au besoin le soulager un petit peu, lui donner des fruits, des légumes, une réaction, des aliments physiologiques qui vont lui permettre de faire sortir tout ça. Voilà, uniquement. Et du lait de sa maman, parce que l'aliment normal de l'enfant, c'est la maman. Et que la maman réfléchisse aussi à son régime alimentaire. Voilà. Question de Pablo. Salut Thierry l'équipe, deux petites questions. Que penses-tu des dites enzymes digestives? On nous dit que les aliments crus ont des enzymes nécessaires à sa propre digestion et que la cuisson les supprime, ce qui demande au corps de les fabriquer pour compenser cette perte, diminuant ainsi le stock d'enzymes et l'énergie globale du corps. Dans ce scénario, bien sûr, on nous vend des pilules à enzymes pour les avaler avant de manger un aliment cuit. Maman, les marchands du temple. On trouve des avis partagés dans le milieu hygiéniste cru, je ne crois pas t'avoir entendu parler de ce sujet. Ou si, il me semble en avoir parlé, mais bon, c'était peut-être il y a longtemps. Alors, si les aliments contenaient des enzymes capables de les digérer tels quels, ils se digéreraient eux-mêmes dans ta panière à fruits. Donc déjà, ça se passe pas comme ça. Il y a effectivement des enzymes, Des enzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes protéiques qui jouent le rôle de médiateurs, finalement, dans des réactions, mais dans lesquelles ils ne sont pas utilisés eux-mêmes.
Donc il y a des enzymes présents dans les fruits qui vont être activés par la digestion humaine. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui explique que finalement la digestion des produits cuits demande plus d'efforts au corps. Oui, c'est vrai. De là à vendre des pilules d'enzymes pour suppléer à ça, pour moi c'est faux, parce que chacun a des enzymes spécifiques produites par le corps, il doit être produit par le corps, et toute tentative de les produire de manière externe est vaine et vouée à l'échec. Mais oui, il suffit de lire le livre de Howell, Howwell, qui explique bien ça. Oui, bien sûr, mais ils sont activés par la digestion uniquement. Je sais que tu as déjà évoqué le sujet des œufs, mais je ne trouve pas des infos sur le site. Quel est l'avantage ou le moindre mal des œufs crus? Je te remercie si tu peux me donner une petite considération sur les œufs. Ah ben les œufs... les œufs, tout dépend quels œufs déjà. Tout dépend quels œufs, je vais te dire. Si tu as des poules qui sont en totale liberté et que tu recueilles quelques œufs dans la nature, déjà l'œuf que tu vas avoir, tu vas en avoir peu. Tu as intérêt à courir vite et à chercher beaucoup pour avoir des œufs. Les œufs, c'est une source protéique et de graisse de bonne qualité, relativement concentrée, très digeste en termes protéiques. Donc dans le style apport de produits animaux, c'est pas le pire, voire c'est le meilleur et certainement le plus digeste, le moins impactant pour l'individu. Dans une politique locavore, comme on dit, eh bien c'est certainement une très bonne solution. Mais à ce moment-là, des animaux qui soient en pleine liberté, qui mangent uniquement du compost et des petits vers de terre, des choses comme ça, et qui ne mangent absolument pas de blé ou de céréales, parce que ça, pour moi, c'est une énorme idiotie. Après, si tu veux, si ce sont des animaux sauvages ou quasi sauvages, dont tu récoltes les œufs de ci, de là, des œufs non fécondés, pourquoi pas. C'est une... Ouais. Je suis pas fanat des œufs, moi c'est un peu mou, glaireux et tout. J'en ai consommé à un moment des jaunes d'œufs, mais c'est rapidement écœurant. Attention, c'est quand même très très chargé, très concentré. Moi j'irais mollo sur les jaunes d'œufs. Quand je vois les bodybuilders s'envoyer des dizaines d'œufs, je dis aïe le foie, aïe le foie. Les blancs d'œufs, la protéine présente dans le blanc d'œuf, elle n'est pas très assimilable crue. Alors on te dit ouais il faut le manger cuit, non moi je veux dire il faut pas le manger du tout. Si quelque chose ne peut pas être mangé cru, pour moi, c'est pas une raison pour le manger cuit. Au contraire, s'il peut pas être mangé cru, ça veut dire qu'il est pas apte. Donc les œufs, peut-être que dans une politique d'autonomie alimentaire, on pourrait l'imaginer pour suppléer l'hiver, choses comme ça. Après, sur le plan éthique, il faut vraiment avoir des animaux qui soient en totale liberté, qui ne soient pas exploités. C'est difficile. Surtout ne pas leur donner de blé ou de céréales, parce que les poules ne sont pas faites pour ça. Les poules sont faites pour picorer dans les composts, dans vos composts ménagers. Elles sont faites pour manger des vers de terre, picorer les petites graines poussées qui sont tombées au sol, les graines de plantain, les graines de différentes herbacées qui vont pousser un petit peu partout, les graines de tournesol. Plutôt, moi je m'orienterai vers ça. Mais c'est dur de trouver des œufs de bonne qualité. Les œufs bio sont pas de bonne qualité. Les poules sont nourries au blé, les œufs ils sont tout pâles, ça n'a rien du tout. Mais voilà, ouais, les œufs. Pourquoi pas? Pour des personnes extrêmement dénutries, mais bon, on a de la spiruline aussi. Pour des personnes extrêmement dénutries, ça peut avoir son intérêt. Ouais, non, mais c'est vrai, pour des personnes extrêmement dénutries. Mais attention à la source, attention à tout ça. Question de Christine. Je vis sans thyroïde depuis plus de 30 ans, j'étais de plus en plus fatigué, mais depuis que je prends les jus, mange à 80% cru, l'énergie revient. Cool! C'est bien vrai que la petite étincelle reprend vite dès qu'on respecte l'homéostasie. Ah, j'ai envie d'arrêter le lévothyrox, mais je ne sais pas comment y prendre. Tu pourrais m'éclairer, je te prie? Quand on a envie d'arrêter un médicament parce qu'on se sent bien, il s'agit de faire des fenêtres thérapeutiques. C'est-à-dire, tu diminues la dose, pendant un certain temps, tu vois comment ça se passe, tu reviens, et puis tu sais, tu fais des essais, quelque part. Tu essayes de sauter la barre, et puis tu vois. Puis si ça marche pas la première fois, tu te redonnes un mois de régénération, puis tu réessayes. Diminuer progressivement. Attention de ne pas couper un médicament, attention de ne pas le faire sur l'injonction de quelqu'un, mais c'est vraiment un ressenti intérieur. On se dit, ouais, finalement, je pense que je peux pouvoir m'en passer. Couper un médicament, c'est juste une question de progressivité. On fait des essais multiples, et puis, tu sais, c'est un peu comme quand on goûte quelque chose, quand tu devais manger des patates chaudes, tu vois, tu les approches de ta bouche, tu vois, oh non, c'est trop chaud là. Ah, non, c'est encore trop chaud. Là, c'est un petit peu pareil. Là, tu testes une légère diminution, tu vois comment ça se passe au niveau métabolique, au niveau de l'humeur, la glande thyroïde, régulation de l'humeur, régulation du métabolisme. Est-ce que tu commences à avoir froid, chaud, est-ce que tu commences à être irritable?
Est-ce que tu commences à être particulièrement fatigué? Auquel cas, hop, tu reprends un peu ton lévothyrox. Et puis petit à petit, comme ça, tu commences à trouver tes doses. Globalement, la plupart des gens, ils diminuent de 25 unités de lévothyrox régulièrement, tous les quelques mois. Et ça se passe bien jusqu'à arriver à le supprimer complètement. Et oui, on arrive à se passer de lévothyrox. C'est ça qui est assez magnifique. À partir du moment où on relance le fonctionnement global de la glande. Donc, effectivement, le mélange Thyrovie va te soutenir énormément dans ce processus-là. Globalement, moi, je soutiendrai tout le système glandulaire endocrine qui va être primordial là-dedans. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Des jus, balancer des jus. À partir du moment où on donne au corps les bonnes conditions pour se restaurer, à ce moment-là, ça se fait tout seul. Et c'est vraiment, c'est ça la bonne nouvelle. C'est vraiment ça la bonne nouvelle. Vous avez vu, je me suis lancé de plus en plus dans des vidéos thématiques, que j'appelle comment dire, le corps dans sa simplicité, des vidéos thématiques qui vont dans le sens d'expliquer vraiment comment ça se passe, quels sont les moyens à mettre en place. Et on revient toujours aux mêmes choses. Des fruits, des légumes, des jus en quantité. J'insiste lourdement, oui, des jus, bien que ça passe par des extracteurs de jus qui ne sont pas naturels. Ils sont pas naturels, sauf que vu le déficit minéral actuel, je pense que c'est quasi incontournable. Et d'ailleurs, je pense à un truc, il y a un super truc là, qui nous a été fait. On va les mettre en téléchargement. Alors, ne nous harcelez pas. Si ça y est pas quand je fais la vidéo, c'est que ça va venir bientôt. On vous avait parlé des brigades des jus. Je vous ai lancé un appel vibrant en début de vidéo. On a besoin de parrains pour parrainer des extracteurs de jus. S'il vous plaît, soutenez quelqu'un d'autre. Si vous en avez les moyens, soutenez quelqu'un d'autre. Et ensuite, on a lancé l'opération Brigade des jus. Les brigades des jus, c'est à chacun de nous de l'inventer. C'est aller simplement chez ses proches, dans des maisons de retraite, dans des écoles, un petit peu partout, porter des jus et passer ce message de la régénération, tchatcher, annoncer cette bonne nouvelle, lui dire finalement, mais tu sais que tout ce que tu croyais inéluctable, cet organe qui était lésé, cette hépatite C, ce truc génétique, eh bien ça n'a pas de sens. Vous avez vu le glossaire des mots tabous. Je sais pas si, il me semble que je l'ai déjà diffusé cette vidéo, mais le glossaire des mots tabous, finalement, génétique, tout ça, apprendre aux gens, annoncer la bonne nouvelle et annoncer la bonne nouvelle devant un jus de fruits, devant une panière de fruits, devant un jus de légumes, pour vraiment leur montrer. Alors, pourquoi les jus, particulièrement les jus de légumes? Parce que la plupart des gens ne mangent pas assez de légumes, et avec les jus, c'est une façon vraiment d'accéder à une grande quantité de légumes facilement. Et pour ça, donc on a lancé les brigades des jus. Les brigades des jus, c'est à nous tous de les inventer. Il n'y a pas de formule, c'est à chacun. Et j'ai besoin de témoignages. Je sais qu'il y a des gens qui ont lancé des brigades des jus. J'ai besoin de témoignages. Et donc on a un graphiste qui a travaillé un peu sur le thème de la brigade des jus. Et alors voilà ce que vous allez pouvoir télécharger sur le site. Déjà, l'enseigne des brigades des jus. On peut même en faire des autocollants. Vous pouvez aller faire en sorte de faire des autocollants. S'il y a quelqu'un qui est branché pour faire des autocollants, vous les amenez au stage de mai, on distribuera des autocollants des brigades des jus. Donc ça, c'est le signe de rappel des brigades des jus. Ensuite, le dessin des brigades des jus. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. Les brigades des jus. Devenez citoyen régénéré. Ça, on peut faire des t-shirts. Vous pouvez les imprimer sur des t-shirts. Vous pouvez les afficher. Je trouve ça extraordinaire comme dessin. On va essayer de faire une série de t-shirts propres à Vivre Cru Régénère, puis on les diffusera, je ne sais pas encore comment, mais ça me plaît beaucoup. Je vais essayer de m'en faire une pour mes prochaines conférences. Ensuite, il y a, alors là, elle existe en fond blanc ou en fond avec un jus. En fait, c'est un texte qui donne finalement les références du site et ainsi de suite, Facebook, ainsi de suite. Ensuite, qui donne la recette du jus, une idée du jus, donc le jus. Donc ça serait affiché, on en imprime 4, des petites par exemple, et on colle ça sur les bouteilles. Vous savez, on dispose ça sur un A4, on en fait 4 dans le A4, on coupe et ça fait des étiquettes. Donc ça aussi, on va le prévoir pour le site, avec un fond blanc. Et dessus, il y a un texte qui dit « Les jus frais de légumes et de fruits peuvent réellement transformer ta vie. Pourquoi les jus? Goûte et vois, délecte-toi de ces saveurs nouvelles et apprécie les effets sur ton propre corps. La régénération est en marche. » Alors les brigades de jus, c'est l'idée de distribuer des jus autour de soi à sa mesure, à son voisin, ses proches, dans la rue, à la sortie des écoles, dans les hôpitaux. En respectant les lois de la ville, on devient un citoyen régénéré et l'on expérimente une vie régénérée. Voilà, alors cette affiche, elle a été réalisée sur l'initiative de Karine Fung du Chou Brave, et elle a été réalisée par un illustrateur qui s'appelle Nico, que je remercie tous les deux vraiment énormément parce qu'ils ont pris une super initiative et c'est un superbe résultat. On va mettre tout ça en téléchargement sur le site
Je sais pas encore où. On va voir dans la colonne de droite, de gauche, sous cette vidéo, on va se débrouiller. Mais voilà, voilà de quoi diffuser. Et dans les mois à venir, on va augmenter un petit peu cette... je voudrais avoir une quantité de tracts, de flyers qui soient téléchargeables sur le site. Par exemple, mon père a un diabète. Clac, une petite fiche. Hop, on la donne à son père pour lui expliquer, mais voilà ce que c'est que le diabète. Au-delà de ce qu'on t'en a dit, que c'était inéluctable, que c'était génétique, que tu pouvais pas t'en sortir, que tu devais prendre tes médicaments à vie, que tu devais te faire des picousses en insuline. Voilà ce que je peux te dire. Ah, je parle à mon voisin de jus de fruits et de légumes, il sait pas ce que c'est. Hop, une fiche, voilà ce que c'est que les fruits, les jus de fruits et légumes, pourquoi l'acidose, comprendre l'acidose. Voilà, des fiches thématiques, il y a quelqu'un qui va s'en occuper et on va vous les mettre à disposition dans les mois à venir. Cette année 2014 va être fondamentale, il va y avoir... On a des difficultés avec le nouveau site en mise en place, mais quand il va arriver, je vous garantis que vous allez être ravis. Il va y avoir énormément de documents téléchargeables, énormément de ressources partageables. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, les brigades des jus, tenez-nous au courant. Offrez des extracteurs, offrez des jus, offrez des fruits. Tenez d'ailleurs au sujet de offrez des fruits, le même illustrateur a fait quelque chose pour Myriam, qui a le groupe Donna Banane. Je vous le montre là. Donna Banane avec un petit sigle et puis le groupe Facebook, cette photo magnifique de Myriam, de partage, de générosité, de réhabilitation de l'individu. Et on est tous des rois et des reines en devenir, sauf qu'on est tellement recouvert de souillure qu'on a l'air de mendiant. On est là à mendier un peu de santé, mais non. Notre stature, c'est celle de roi et de reine. Et pour cela, eh bien, on a le droit de demander notre régénération, de demander d'être régénéré dans notre corps, dans notre physique, dans notre émotion, dans notre spiritualité. Mais pour ça, il y a un passage. Ce passage, c'est accéder à la grâce en passant par la repentance, c'est-à-dire l'acceptation du symptôme. Enfin, redevenir sensible, revenir sur nos pratiques, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient au niveau du mode de vie, qu'elles soient au niveau relationnel avec les autres. Et revenir sur nos modes de vie, les réfléchir, reconnaître avec humilité qu'on s'est planté, qu'on a fait fausse route et prendre une direction différente. Et les brigades de jus sont en marche. Ça, c'est énorme. Maintenant, c'est à vous de vous l'approprier. C'est à chacun de nous d'écrire l'histoire. Une histoire individuelle, une histoire belle, merveilleuse de partage et de rencontre. Les brigades de jus, c'est juste ça. Go, go, go. Prêt à dégainer du jus et de l'amour. Yop là. Devenez citoyen.